Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Vous pouvez liker si vous êtes sur YouTube ou bien mettre des petites pièces sur Odyssée. Il y a la possibilité aussi de partager, ça vous connaissez déjà la manière dont ça fonctionne, soit l'URL copier-coller, soit la petite flèche, bref, vous connaissez le procédé et vous avez, comme toujours, la possibilité de mettre vos commentaires soit dans le chat en direct, soit dans l'espace sous les vidéos pour m'apporter des informations que je n'ai pas, me contredire si j'ai dit des erreurs ou même que je me suis trompé dans une analyse, vous pouvez me corriger, ça c'est votre liberté d'expression que je respecte et que j'apprécie fortement. Nous sommes sur un format, comme chaque mois, des revues des actualités, une émission par mois dans ce modèle-là, et au mois de mars, nous étions vraiment sur les guerres économiques, les guerres également avec du matériel militaire, et différentes analyses quant à l'attaque sur les taxes douanières entre Xi Jinping et Trump, peut-être des mauvaises manœuvres ou bien des projets plus calculés, et nous avions également abordé l'interdépendance des États, notamment de l'Union européenne, avec l'Amérique, en termes d'échanges, en termes d'économie et au niveau des entreprises. Macron, avec son va-t-en-guerre, était aussi très intéressé pour dire que c'était maintenant qu'il fallait déployer une force européenne, investir plus et faire des gros bras sur la scène internationale. Après, on a abordé l'intelligence artificielle, les algorithmes, la robotisation et l'automatisation de différents emplois et peut-être même une certaine porte ouverte pour les industries afin de licencier en disant « Ah merde, dommage collatéral », alors qu'en fait, tout est calculé. Pour ce mois-ci, on a eu pas mal d'actualités qui nous ont fait rebondir récemment. Le blackout, notre dépendance à l'énergie est très importante. D'ailleurs, ce qui se joue en Ukraine, c'est pas uniquement une conquête de territoire, mais c'est aussi le principe de population de Malthus en termes de ressources, que ce soit agricoles, de terrain, mais aussi de minerais et compagnie, et particulièrement d'énergie. Trump, il a une visée sur une ville particulière qui détient, je crois, ces 9 centrales, il me semble, nucléaires, donc pour notamment utiliser l'énergie afin de traiter les terres rares. Parce qu'en soi, c'est plutôt, on va dire, la manière de traiter l'énergie que ça nécessite qui en font que ce sont des terres rares pour après les utiliser dans les technologies et encore les retrouver dans différents appareils électroniques. Donc, c'est vraiment la guerre de l'énergie qui joue. Et on a vu l'Espagne, le Portugal tomber d'un coup 15 gigawattheures qui ont disparu. On va pouvoir aborder l'affaire. La France un petit peu attaquée, mais ça s'est vite remis. Et on nous a promis que ce n'était pas une cyberattaque. Il y en a qui émettent même l'idée que c'est à cause des écologistes. Alors l'Espagne, on se rappelle, a déjà vécu des choses dramatiques avec les écologistes qui ont fait cesser les... comment je pourrais dire ça ? Vous savez, vous avez des ponts qui des fois vont faire stopper en tout cas le circuit d'eau pour pouvoir après les passer dans notamment des systèmes hydrauliques, produire de l'électricité ou même en faire des réserves d'eau. Alors c'est un nom particulier qui m'échappe, vous pourrez peut-être me le mettre d'ailleurs, comme ça pourra me revenir. Et il y a eu des catastrophes, donc des crues, des choses où les habitations se sont retrouvées carrément sous les eaux. Hein. Et là apparemment le problème qui a eu lieu avec la chute électrique qui après a fait un blackout, ça serait dû aux panneaux photovoltaïques. En tout cas, c'est une hypothèse qui est émise puisqu'il n'est plus question de cyberattaque. Mais pourtant, puisqu'on parle d'ingérence d'États étrangers, on s'est même questionné sur l'Espagne, est-ce qu'il n'y aurait pas soit Israël derrière ou bien une attaque des Russes, dans cette même période, la France a reconnu avoir été attaqué de différentes manières sur ses infrastructures et même jusqu'à des informations militaires par les Russes et avec un groupe qui s'appelle Fancy Bear. Dans ces mêmes actions géopolitiques où on a des conflits, que ce soit en termes électroniques, de capacité de ressources, mais aussi de conflits terrestres, le Pakistan et l'Inde commencent à entrer, ça fait déjà 80 ans, mais là c'est vraiment, ça s'accentue, ils sont prêts à s'entre-déchirer, puisqu'il y a eu un massacre, un énième, devrais-je dire, massacre de civils de la part de musulmans. Parce qu'on rappelle, le Pakistan, c'est majoritairement des musulmans. Puisque nous sommes aussi sur ces conflits qui amènent au choc des civilisations entre religion, territoire, politique et tout ce qu'on veut,
La France a eu plusieurs attentats. Nous avons eu, il y a maintenant un petit temps de ça, paix à leur âme, Nicolas et Thomas qui sont tombés donc, sous les coups de lame des barbares. Et nous avons également un musulman qui est tombé sous les coups de lame d'un barbare. Sauf que, d'un côté, on nous a interdit de récupérer l'affaire pour ne pas montrer du doigt les cités et donc les populations qui y résident, les Walla Walla, et de l'autre, il y a peut-être, et je suppose même, laissons, on va dire, l'honneur et la paix à l'âme de la personne qui est décédée, donc Abou Bakar, qui a été tué par un immigré, et non un Français autochtone d'extrême droite comme on le laisse entendre. Est-ce que c'est un crime en dehors du racisme ? Parce que c'est une hypothèse à émettre, hein. C'est un Rom bosniaque qui tue un noir, donc malien il me semble, immigré en France et qui pratique l'islam. Alors est-ce qu'il a été tué pour sa couleur de peau? Est-ce qu'il a été tué pour sa religion, puisque c'est quand même un attentat, en tout cas un crime dans un lieu de culte? Ça pose la question. Récupération politique s'est faite immédiatement. LFI était au devant de la scène, puisque eux sont à fond dans l'islamisme, sont après également dans le racisme, soi-disant à lutter et à défendre les racisés, alors qu'en fait ce n'est que instrumentalisation, et puis après la part antisémite, mais qui n'a pas, en tout cas, voix au chapitre aujourd'hui, puisqu'il n'est pas question de ça. Mélenchon, on le voit tout sourire un moment, puis retomber en pleurs, et puis carrément entendre une femme « Nous avons peur, nous musulmans, nous avons peur », alors qu'en fait, ceux qui ont plus peur, c'est les non-musulmans en France que les musulmans. Preuve en est, parce que sinon il n'aurait pas une multiplication des lieux de culte, il ne saurait pas se balader en kémie ou encore en d'autres tenues vestimentaires, puisque là, du coup, il se différencie des autres. Donc s'ils avaient véritablement peur, ils feraient en sorte de ne pas être différenciés. Encore une fois, c'est de la propagande. Et enfin, nous parlerons du décès du pape, paix à son âme aussi, et du conclave qui va avoir lieu normalement d'ici à peu près 7 jours. Donc ça fait un bon programme en tout cas pour aujourd'hui, déjà 5-7 minutes pour voilà, vous introduire tout ceci. Donc l'Espagne et le Portugal, et également une partie de la France, ont été touchés par une panne d'électricité massive. Blackout. Que se passe-t-il? En France, l'opérateur RTE confirme que quelques foyers au Pays Basque ont subi une coupure d'électricité de moins de 10 minutes. On nous dit l'interconnexion entre la France et l'Espagne a été directement coupée pour éviter une tension sur le réseau français, explique RTE à BFM TV depuis une dizaine de minutes. Donc c'est un article d'hier. La France est en train de rétablir les interconnexions avec l'Espagne et injecte 500 mégawattheures d'électricité pour venir en aide aux Espagnols. Alors, plein d'hypothèses peuvent être émises, même l'idée que comme la France est un grand producteur, elle a tout intérêt, comment dirais-je, à se présenter en sauveur auprès de partenaires pour mieux les inclure dans des conflits postérieurs. On va essayer d'être un peu explicite sur ça. Ce blackout électrique, d'une rare ampleur, a mis à l'arrêt les transports, a plongé les métros dans l'obscurité, gelant également la circulation des trains et perturbant ainsi la signalisation des routes. C'est là où quand même on se dit, l'électricité, sans elle, que faisons-nous aujourd'hui? On parle souvent du pétrole et des modèles des transports pour l'agriculture, ou encore des bateaux pour faire circuler nos marchandises. Mais on oublie l'importance, peut-être même la pièce majeure de tout ce qui fait fonctionner nos villes, que ce soit donc pour la circulation, mais aussi pour la logistique, mais encore pour certains transports, les métros, tout ce qui est transport public et compagnie, et également les entreprises du tertiaire, les services après-vente, les magasins, tout ce qui est de l'ordre, vous savez, dans les rayons du surgelé, donc des réfrigérateurs, des frigos et compagnie. En fait, ça touche vraiment tous les secteurs, même l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire pour assainir l'eau et tout, et la faire parvenir correctement dans les canalisations, qu'elle soit potable et qu'elle respecte des normes, obligatoirement, on passe par des circuits, en tout cas des réseaux gérés par les algorithmes et par, en dehors de l'informatique, donc un besoin énergivore d'électricité. Donc sans électricité, c'est blackout, c'est la société qui tombe. Heureusement, ils avaient prévu, je crois, 1 semaine pour tout remettre en ordre, et au bout déjà d'une journée, par leurs spécialistes, ils ont réussi à trouver les failles et à essayer de rétablir au maximum. Ça, c'est pour une détection d'un problème informatique. On va le voir après. En revanche, vous savez, il y a des transformateurs. C'est-à-dire, pour que
ça passe, je sais plus, je crois que c'est plus de 20 000 volts ou un truc comme ça, après un circuit qui peut parvenir donc aux habitations et être utilisé dans les prises de courant ou encore, en tout cas, brancher des appareils. Il y a ce qui s'appelle les transformateurs. Et ces derniers, donc c'est des grandes installations. On avait d'ailleurs eu 2 jeunes, je crois, qui étaient décédés en voulant fuir la police il y a longtemps de ça, paix à leur âme. Mais ça montre que c'est en fait ces grosses infrastructures qui permettent de ces hautes tensions à passer à la basse tension. D'accord? C'est ce qui après ramène du coup à l'utilisation courante. Parce que l'on retrouve même dans certains magasins, ou encore, enfin même si c'est pas les mêmes contrats et pas les mêmes puissances électriques, mais quoi qu'il en soit, on passe de la haute tension à la basse tension. Ça c'est important à comprendre. Et pour ce faire, il faut donc des transformateurs. Ça nécessite des mois et des mois à les produire. Là, on a eu un arrêt parce qu'il y a eu une chute et on va dire il y a eu une mauvaise gestion, une mauvaise injection dans le réseau. D'accord? Si maintenant on venait avoir des actes terroristes ou d'États étrangers qui ciblaient spécifiquement les transformateurs, on ne pourrait pas rétablir ça en une journée. Et donc on aurait des villes, voire des pays à l'arrêt. Et ça anticipé pour la guerre d'après. Parce que souvent, on voit la guerre comme uniquement l'envoi de missiles, les conflits avec des chars, et puis finalement, ce que l'on entend par ta-ta-ta-ta-ta. Vous voyez, des gens également qui ont pris des armes et qui essayent de se défendre. En fait, nous, en Occident, la guerre est d'une intensité, on va dire, plus haute, en termes de dépendance à tout ce que je viens d'énumérer. Des millions de foyers et d'entreprises ont également été privés de courant. Les causes exactes de l'incident restent pour l'instant à déterminer, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a lancé une commission d'enquête dans ce but. Donc comme je vous l'expliquais, le système de potabilisation et d'assainissement de l'eau, donc pour la prendre, l'injecter dans le réseau, et puis une fois qu'on l'a utilisé, on l'a pollué par nos produits d'hygiène, ce que l'on nettoie également, mais encore quand on va également tout simplement dans les eaux usées, c'est-à-dire on a des besoins naturels, on va aux toilettes, et donc tout ça, on ne peut pas le renvoyer dans la nature. Ça serait la polluer, que ce soit par les urines ou encore par les excréments, ou même ce qui se trouve par les nanoparticules de médicaments. Également, puisqu'il y a beaucoup de fornicateurs dans la société, ils ont besoin de pilules. Vous voyez, c'est les pilules pour pas tomber enceinte. Donc il y a des capotes ou autres, ça c'est utilisé, mais principalement, le modèle classique, c'est d'interrompre la fertilité de façon momentanée par des pilules. Et donc, pour favoriser leur fornication, eh bien, on s'en retrouve à avoir des nanoparticules, même des fois à travers les filtres, qui viennent quand même à passer, à se retrouver dans les eaux et dans les rivières petit à petit, eh bien, à être dans les poissons, à, comment je pourrais dire, interrompre leur reproductibilité. Donc on a tout ça, vraiment, c'est une entièreté de problèmes qui s'accumulent par une société décadente, ça faut le dire. Et en même temps, on observe aussi les progressions. Là où hier, en fait, il y avait eu je m'en foutisme, je consomme et puis je remets ça dans les eaux, ça ira dans les nappes phréatiques et on s'en fout de l'écologie et on s'assoit sur la terre, tant qu'on peut la piétiner, en gros on la salit, il y a quand même eu des progrès dans ça. Et on nous explique, selon ce qui est déclaré, donc on a Joseph Pronost, qui est directeur de la formation de l'Office international de l'eau, qui nous dit, je le cite, « Nous avons besoin d'électricité pour faire fonctionner l'ensemble des pompes et des équipements électromécaniques nécessaires pour produire de l'eau potable conforme aux exigences sanitaires, ainsi que pour traiter et rejeter les eaux usées. » Fin de citation, et laisse bien entendre que tout ce processus, sans lequel il n'y a pas d'eau potable au robinet, est totalement dépendant de la disponibilité en électricité. Et ça consomme à peu près 20% en termes énergétiques des collectivités compétentes en matière d'eau et d'assainissement. Il montre, par sa démonstration qui était indépendante du phénomène qui a eu lieu en Espagne et au Portugal, que sans électricité, en fait, on a toujours accès à l'eau, c'est pas un problème, mais qu'on en viendra à déverser dans les rivières finalement une pollution qui viendra à tuer le vivant et à tuer l'écosystème. D'accord ? Et c'est ce qu'on a retrouvé également en Espagne et au Portugal. Non pas cette pollution, mais la compréhension immédiate qu'ils étaient coupés de l'eau, de l'accès finalement à la première nécessité de la vie. C'est-à-dire, un humain, je crois, premièrement, il faut qu'il ait suffisamment de chaleur, c'est la règle des 3 là, pour la survie, pour pas être en hypothermie. Après, le deuxième, c'est l'eau, et enfin, le troisième élément important, c'est la bouffe.
D'accord? Donc en termes de chaleur et tout, pour l'instant ça le fait, on n'est pas de problème. Par contre en termes d'eau, je crois que c'est 3 jours maximum. Et encore même là c'est chaud, hein, t'en ressors avec des séquelles. Donc l'importance du cash aussi. Oui, nous l'avons vu. Là où l'Union Européenne nous promet qu'il va y avoir un euro numérique, où l'on a également les acteurs, les promoteurs de cet autre monde pour renverser les pouvoirs étatiques ou encore des banques centrales, donc il laisse entendre qu'il y a des crypto-monnaies, que l'on peut passer sous des formes alternatives de monnaie. Les seules choses que j'entends, c'est ceux qui ont mis des fois de façon régionale des monnaies locales en papier, ça pourquoi pas, à la rigueur. Mais on voit l'importance du cash, d'avoir de la monnaie fiduciaire, pièces, papier, en tout cas billets. Puisque quand il y a eu l'interruption d'électricité, de facto, les TPE, ce qui permet de payer et d'encaisser et compagnie, ne fonctionnaient plus. Il y avait donc plus de correspondance avec les banques, et en tout cas, plus d'accès particulièrement à Internet. Nous étions dans le Corte Inglés, donc le centre commercial à Barcelone, témoigne une personne. Les vendeurs ont d'abord signalé un problème Internet avec une impossibilité de paiement chez certains commerçants, indique Agnès, résidente française à Barcelone. Nous sommes allés vers l'Ilia. Là-bas, on nous a demandé donc d'évacuer. Nous avons compris qu'il s'agissait plus que d'une simple coupure Internet, même les magasins alimentaires ont fermé. Donc problème d'eau, problème de paiement, ça c'est le début, on va dire, d'une situation qui pourrait être critique. Si ça venait à perdurer dans le temps, heureusement, ça n'est pas le cas, mais ça aurait été la place pour les pillages, puisque du coup, il n'y a plus ces systèmes de surveillance, ou alors ça fonctionne, comment je pourrais dire ça, avec des générateurs d'électricité utilisant du carburant, mais bon, hein, c'est une situation temporaire, ça ne peut pas durer dans le temps. Donc il y aurait eu des pillages de magasins, également peut-être de bijouterie, après des conflits pour l'accès à l'eau, bref, c'est là où ça nécessite rapidement une intervention de l'État, dans un premier temps la police, et si le chaos se propage rapidement, la panique avec, c'est de la loi martiale. C'est des militaires dans les rues, c'est eux qui après mettent de la logistique, essayent d'établir des zones tampons, des contrôles, mais aussi des entrepôts pour livrer ne serait-ce que les minimums pour répondre aux besoins notamment de Maslow, c'est-à-dire aux, comme on a dit tout à l'heure, alimentation, ration et compagnie. Finalement, la lumière revient dans la péninsule ibérique après une panne géante d'électricité survenue ce lundi 28 avril. Plus de 99% de l'approvisionnement électrique national était rétabli en Espagne continentale vers 6 h du matin mardi, c'est-à-dire hier, a assumé le gestionnaire du réseau REE. Au Portugal, je cite, toutes les sous-stations du réseau national de transport ont été rétablies. Et, on continue la citation, on peut affirmer que le réseau est parfaitement stabilisé, a assuré mardi matin le gestionnaire du réseau électrique Rennes. Mardi midi, la justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer si la panne d'électricité qui a semé le chaos dans le pays avait été provoquée ou non par un sabotage informatique. Je cite, le juge de l'audience nationale, José Luis Calama, a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si la panne de courant survenue hier dans le réseau électrique espagnol qui a affecté tout le pays pourrait être un acte de cybersabotage contre les infrastructures critiques espagnoles et, si tel est le cas, pourrait être qualifié de délit terroriste. Est-ce que ça serait du terrorisme par un groupuscule, par un État étranger, ou encore par une milice? Il y a l'interrogation qui plane. Donc il a indiqué en tout cas à la justice dans un communiqué envoyé à l'AFP. Au lendemain de la panne, c'est-à-dire mardi, les autorités n'ont toujours pas trouvé l'explication sur les causes de ce blackout. Mais directement, ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils ont mis de côté la piste de la cyberattaque. Alors, deux possibilités. Soit il y a bien un État derrière, mais pour le moment on n'a pas assez de preuves et donc on ne peut pas l'attaquer, ou les instances ne veulent pas le nommer. Ou autre possibilité, peut-être qu'ils ont détecté un problème avec ces idées d'écologie, d'énergie verte, qui finalement ont déstabilisé le réseau, soit en injectant trop d'un coup, soit, je sais pas, après comment ça fonctionne. Parce que en France, nous en fait, quand ils ont mis en place le Linky, puisque j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, c'était notamment pour voir qui consomme en temps réel, et voir, parce qu'en fait, là où hier, on faisait des relevés à pied, ce qu'ils appellent les raps, et c'était une fois par an, on ne pouvait pas vraiment savoir où il y avait de la perte.
C'est-à-dire de toute façon, dans le transport et dans ce qui va être, comment dirais-je, fourni, il y aura toujours de la perte. Ça, c'est obligatoire. Mais des fois, c'est comme pour une fuite d'eau. Allez, si vous n'êtes pas présent, vous ne regardez pas le compteur immédiatement, bah, ça peut continuer comment dirais-je, à tourner dans le vide. En fait, il y a de la perte. De la perte d'eau ou bien de la perte d'électricité. Sauf que sur la perte d'électricité, des fois, elle se fait même en amont du compteur. Et donc là, le client paye pas et c'est une totale perte pour le fournisseur. Ça, c'est un des exemples. Et donc, en mettant finalement des profils de consommation à telle période de l'année, à telle journée, enfin à telle heure de la journée, il y a au niveau de cette rue tant de besoins en mégawattheures ou plus encore, eh bien ils savent comment bien gérer et mettre une harmonie également avec ceux qui injectent. Parce que là où hier, la seule injection qui se faisait principalement, c'était tout simplement des centrales nucléaires, donc des réseaux qui appartiennent à EDF. On a eu après des acteurs privés, puisqu'on a laissé l'ouverture au parc éolien et même aux particuliers d'avoir des contrats, entre autres avec des panneaux photovoltaïques. Et dans leurs contrats, en fait, ce qu'ils produisent, comme ils ne vont pas tout utiliser et que l'énergie ne se stocke pas en tant que telle, enfin il y a des batteries, mais c'est pas, quoi qu'il arrive, ça perd et on ne peut pas stocker, ça serait trop immense en termes de stockage. Donc il faut réinjecter dans le réseau, et c'est comme ça qu'après ils établissent des sortes de cartes. Donc c'est pas que de la surveillance des appareils qui sont connectés, c'est un ensemble. C'est-à-dire, à la fois ça répond oui au programme de l'Union Européenne d'une certaine consommation, quota carbone, bref, de ça ce qu'ils veulent pour la suite, mais dans un même temps ça aussi permet de faire des économies et ça évite de faire des pertes entre autres. Ça c'est quelques thématiques que j'avais pu observer quand je travaillais dans ce domaine-là. Après, bon, il y a peut-être d'autres choses encore. Moi, à mon simple niveau, j'étais pas en haut des bureaux et de tout ce qui se passe. Mais j'avais des échanges avec certains techniciens qui formaient dans ce milieu-là. Et c'est notamment comme ça que j'ai pu voir les réseaux de tension, basse tension, etc. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce domaine. Revenons-en aux choses qui sont énumérées. Donc, on nous dit, c'est pas une cyberattaque, mais on ne sait pas vraiment. Deux possibilités, comme je vous l'ai laissé entendre. Le gestionnaire du réseau espagnol, Red Eléctrica de España, l'équivalent du RTE français, a en effet assuré ce mardi n'avoir détecté aucune intrusion dans ses systèmes de contrôle. Je cite : « Au vu des analyses que nous avons pu réaliser jusqu'à présent, nous pouvons écarter un incident de cybersécurité dans les installations du réseau électrique », assuré lors d'une conférence de presse Eduardo Prieto, directeur des opérations de REE. Quelques minutes plus tard, le gouvernement portugais lui aussi écartait la piste cyberattaque, évoquant une situation grave et inédite. Le Premier ministre portugais estimait que l'origine de la panne se trouvait probablement en Espagne. En France, notre gestionnaire du réseau électrique, RTE, a rapporté que la séquence des événements en cours d'analyse, et donc était en cours d'analyse plutôt, ce qui aujourd'hui est certain, c'est que l'Espagne a connu, écoutez bien, une perte de production de 15 gigawattheures en quelques secondes, produisant et donc conduisant au blackout. Dans le même temps, la péninsule ibérique s'est déconnectée du réseau européen pour éviter de faire l'effet de contamination. Et on apprend cet après-midi d'André Merlin, qui est un ex-directeur général de RTE, donc du réseau français, qui met en cause les systèmes photovoltaïques et les énergies renouvelables. Sauf que les journalistes de France Info ont tenté de nuancer ses propos en disant on n'est pas certain, il reste encore à prendre du recul, ne mettez surtout pas en cause ces énergies renouvelables. En gros, si on caricature un peu le journaliste, c'est ça, c'est-à-dire lui, il n'a pas connaissance, il tente de nuancer, voire carrément d'annuler les propos de son interlocuteur. Et on remarquera qu'on a eu des révolutions même industrielles, et il y en a qui ont parlé de la 4e révolution industrielle, on pense à Klaus Schwab, il y en a d'autres qui ont précédé cette idée et qui étaient sur la 3e révolution industrielle, je pense à Jérémy Rifkin. Et il était justement dans ce travail de transformer les bâtiments, qu'ils soient moins énergivores, connectés également, comme ce qu'on a pu avoir par la suite, et même producteurs. Vous voyez, des mini-centrales, des mini-usines, quelque part, les immeubles deviendraient comme ça pour éviter de tirer sur les réseaux. Donc, est-ce que cet événement n'est pas aussi précipité pour, aux yeux et, comment dirais-je,
à la décision de l'Union européenne de débloquer des financements pour transformer les bâtiments. Je sais pas, j'y mets aussi une hypothèse sur ça. Même si on nous présente, on nous montre du doigt peut-être les panneaux photovoltaïques, je sais pas de quelle façon on pourrait rentrer dans ça. Enfin, il y a eu d'autres hypothèses qui sont pas non plus à écarter. Est-ce que ça pourrait être une attaque d'Israël, puisqu'ils ont été récemment condamnés par l'Espagne, par certains représentants de l'Espagne. Il y a notamment des contrats d'armement qui ont pris fin. Je crois que c'est de l'ordre de 18 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas on est sur une dizaine de millions d'euros. On n'est pas non plus sur des immenses contrats, mais c'est quand même important pour Israël. Donc on pourrait se dire pourquoi pas. Sachant que l'Espagne a dit, je cite, l'Espagne ne peut acheter des armes à un gouvernement qui massacre le peuple palestinien, a déclaré à la presse Yolanda Díaz, soulignant qu'elle avait personnellement négocié avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre pour obtenir son annulation. Et un autre déclaratif, alors je ne sais plus qui a dit ça par contre, ni 6 millions d'euros, ni 6 milliards d'euros ne peuvent justifier que l'Espagne prenne le risque d'être complice d'un génocide. Nous sommes engagés avec la cause palestinienne. Donc il y a quand même plusieurs directives et prise de parole, de position en défaveur d'Israël ces derniers jours, que ce soit en armement, en financement ou en soutien même d'un pays à part, et entre autres étant de l'Union européenne. Et donc il y a des gens sur Twitter qui ont dit, c'est étrange quand même, 4 jours après, le pays se retrouve attaqué, en termes de sa capacité électrique. Après, puisque il ne faut pas non plus regarder les choses que d'un œil. Il y en a qui diraient oui, mais ils vont vouloir instrumentaliser par la cyberattaque en disant c'est également les Russes. Parce qu'après tout, pourquoi ça serait les Israéliens pour l'ordre de 6 millions d'euros d'achat d'armement militaire ou d'une dizaine de millions d'euros de contrats s'en prendraient à ce pays, alors qu'on a appris aussi dans le même temps, là, ces derniers jours, que l'Espagne va faire un don d'1 milliard d'euros de matériel militaire à l'Ukraine par an au cours de la prochaine décennie. Donc là où on est sur quelques millions d'euros qui en soi font un peu chez Israël, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui va les paralyser, en revanche, face à la Russie, on a quand même l'idée d'un pays qui va donner 1 milliard d'euros par an au cours de la prochaine décennie. Donc c'est-à-dire on est sur l'ordre de 10 milliards, on est vraiment sur une toute autre conséquence de financement et de soutien militaire, parce qu'on parle bien de matériel militaire à l'Ukraine contre la Russie. Donc on pourrait imaginer aussi que ce soit la Russie. Sauf que du coup, les États, s'ils déclarent que là ils ont été paralysés, alors, soit par Israël, du coup là, ce que je doute un peu, ou soit par la Russie, ça montrerait la faiblesse de l'Union européenne. Là où hier la France disait avec Bruno Le Maire on va faire plier la Russie, on va les mettre à genoux, et puis finalement des années après on voit qu'ils sont toujours là, ils sont sur le front, leur population a à manger dans les assiettes, il n'y a pas de révolution dans leur pays. En revanche, nous, c'est toujours plus la merde en France. On voit là que l'Espagne et le Portugal, après avoir fait des effets d'annonce et voire même promis des milliards d'euros de matériel militaire, se retrouvent paralysés. Ça aurait plus de sens. Mais, encore une fois, puisque nous ne sommes que simples spectateurs et à subir les choses, on peut mettre toutes les hypothèses. Donc il faut en écarter aucune. Ça peut être Israël, ça peut être la Russie, ça peut être le problème photovoltaïque. Est-ce qu'avec avec le temps, l'avenir nous dira et nous apportera les réponses? Ça, on l'observera de nous-mêmes. Enfin, donc c'est le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Kiev qui a promis ceci, 1 milliard d'euros au cours des 10 prochaines années. Le Premier ministre espagnol et chef du Partido Socialista Obrero Espagnol, socialiste et démocrate européen, a annoncé que Madrid soutiendrait Kiev avec un nouveau programme d'aide militaire d'1 milliard d'euros en 2025. L'Ukraine doit obtenir une paix juste et durable. La liberté, la sécurité et l'avenir de tous les Européens en dépendent. C'est pourquoi l'Espagne enverra un nouveau programme d'aide militaire d'1 milliard d'euros au peuple ukrainien, a-t-il déclaré. Et enfin, d'ajouter, la diplomatie seule ne suffira pas, nous devons la combiner avec plus de force et d'unité. Donc on n'est pas loin d'en arriver à la création même dans l'Union européenne d'un État européen et d'un corps armé, ce qui pourrait plaire à certains avec qui j'ai échangé récemment. Parlons de cyberattaques. Donc ça a été nié d'un côté, on a quand même des interrogations qui persistent quand on creuse les choses et qu'on ne s'en remet pas seulement aux médias. Et dans ce même temps, la France sort un dossier bouillant. La France attribue pour la première fois officiellement des cyberattaques à la Russie. Donc dans le même temps, c'est quand même assez étrange en termes d'agenda tout ça.
Paris, qui se positionne aux avant-postes de la mobilisation européenne pour soutenir l'Ukraine, a notamment attribué au renseignement militaire russe le piratage des courriels de soutien d'Emmanuel Macron en 2017 par un groupe dont on va parler après, qui aurait aussi pris possession à un certain moment de la chaîne TV5 Monde en 2013 ou 2015. Le groupe dont on parle, c'est Fancy Beer. On a Jean-Noël Barrot, qui est un ministre français, je ne sais pas si c'est au corps armé, certainement. Le service de renseignement militaire russe déploie depuis plusieurs années contre la France un mode opératoire cyberoffensif appelé APT-28. Il a ciblé une dizaine d'entités françaises depuis 2021. Alors, le mois dernier, on avait eu un spécialiste gendarme, il me semble, et militaire, de toute façon ça relève à peu près des mêmes branches, en termes de cyberattaque et de cybersécurité, qui exprimait que la France n'avait jamais été attaquée sur ses infrastructures et que la France était uniquement là dans un objectif plutôt de défensive. Et quoi qu'il en soit, même s'il y avait des attaques, eh bien par un certain respect de population, on ne s'en prendrait pas aux hôpitaux, qui sont des structures assez fragiles, et à comme ça certains services auprès des citoyens. Donc là, les Russes, c'est pareil, ils n'ont pas attaqué en soi les citoyens, ils ont attaqué le corps de l'État. Certains soutiens à Emmanuel Macron, en tout cas pour la présidence, ont tenté de faire pourquoi pas de l'ingérence et sont saisis de choses militaires. Mais ils n'attaquent pas la population. C'est important à montrer que dans ces conflits-là, malgré qu'on soit des adversaires, il y a toujours un respect du vivant et une certaine part d'éthique quand même. Voyez. Et donc, Fancy Beer, dans le cyberespace, la France observe, bloque et combat ses adversaires. On a l'ANSSI, qui ne détaille pas les conséquences de ces manœuvres. Mais les hackers russes ont non seulement ciblé des entités françaises, mais ils en ont compromis certaines, soulignant les auteurs sans indiquer les données et les informations qui ont pu être collectées. Donc ça, c'est du secret défense ou du secret d'État, ce qui revient au même. Des entreprises du secteur de la défense et des think tanks français ont été compromis de 2021 à 2023, notons. Des ministères ont aussi été ciblés durant la même période. Des ministères ont été compromis en 2023, précise le rapport, et plus largement, tout un écosystème lié à la défense a été visé. Donc, en fait, c'est pour pas dire que tout un écosystème lié au corps militaire a été la cible et que des données très sensibles, je sais pas, sur peut-être les noms des engagés et les lieux où peuvent se situer les bateaux ou encore des manœuvres qui étaient prévues. On ne sait pas exactement de quoi il est question, mais en tout cas, on voit que la presse tente de diminuer l'impact que ça pourrait avoir. Parce qu'en fait, si les Russes, par leur piratage des Français, ont pu avoir des données sur des opérations à venir, des entraînements, le nombre de stocks que l'on a de munitions, ou je ne sais quoi encore qui peut être informatisé, en fait, là, ils ont ouvert de multiples portes de vulnérabilité pour notre défense. Donc à partir de ce moment-là, sinon on ne dispose pas dans le mimétisme du même type d'informations sur l'adversaire, on est sacrément embêté. On est clairement très très fragile face à ces gens. Donc que ce soit en termes économiques, du coup maintenant en termes militaires, en termes politiques, en fait, on n'a plus vraiment de souveraineté, quoi. Ça va être compliqué. Attribuer une cyberattaque, un acte technique et politique. Donc on va nous dire que si c'est révélé maintenant, c'est pour que la France montre qu'elle n'est pas si fragile apparemment, qu'elle a cette puissance de détecter qui l'attaque. C'est-à-dire elle n'est pas dans le flou en se disant merde, on nous a piraté, on a réussi à rentrer dans tel centre de données et à faire fuiter des informations importantes sans savoir qui c'est, d'où ça vient. C'est ce qui serait problématique. Là, on nous dit que la France est quand même dans un certain niveau d'avancement en termes d'algorithmes, de programmeurs, d'ingénieurs, d'informatique, bref, de scientifiques dans ce domaine, et qu'ils ont remonté la piste. Malgré peut-être plus que des VPN utilisés, plus que des nœuds d'entrée et de sortie qui auraient été bidouillés, ils ont su remonter à la source du groupe ayant hacké. Ce groupe dont on a parlé, c'est le GRU, qui est lié au Kremlin et qui est pour la première fois officiellement accusé par la France de mener des actions de déstabilisation. Cette accusation explicite est une rupture dans la cyberdiplomatie française. Elle reflète l'intensification des tensions géopolitiques et plus particulièrement de la menace hybride russe, que ce soit en conflit militaire physique, mais aussi dématérialisé numérique. L'attribution d'une cyberattaque est un acte à la fois technique car les attaquants brouillent les pistes pour masquer leur identité et éminemment politique. Jusqu'ici, la France évitait les accusations publiques se contenant de signaux discrets, contrairement aux États-Unis notamment.
En pointant du doigt publiquement Moscou, Paris montre que ses cyber-enquêteurs sont désormais en capacité d'identifier les hackers par leurs propres moyens. Ces dernières années, la France a renforcé ses capacités d'attribution des attaques informatiques en lien avec l'ANSSI et les services de renseignement. Cette prise de parole publique est une manière de dire « je sais, je vois » dans la guerre hybride menée par la Russie contre les pays qui soutiennent l'Ukraine. Bon, après, c'est bien beau de dire « je sais, je vois, je t'ai identifié », si on ne fait pas la même chose, en fait, on fait quoi? On reste spectateur, juste on dit « ah ouais, je t'ai vu toi, tu m'as volé, hein. Bah je t'ai vu mais bon, on va rien faire ». En gros, c'est à peu près ça, quoi. Il y a un moment, il faut être un minimum sérieux. Les services français ont enquêté l'année dernière sur plus de 4000 signalements ou attaques contre des intérêts français. Autre thème d'actualité qui est bouillant puisqu'on est en conflit de pays contre pays et on va en arriver à un empire contre un empire, nous voyons le Pakistan qui s'attend à une frappe militaire indienne dans les 48 heures. Là, c'est une information d'aujourd'hui, on nous dit entre 36 et 48 heures, après une 6e nuit d'échange de tirs à la frontière. En fait, ça fait des années que le Pakistan et l'Inde sont en conflit, parce qu'anciennement, le Pakistan avait été englouti dans l'Inde, et pareil pour certains pays voisins, puisque c'était l'Inde britannique, on va dire ça comme ça, sous colonisation. Apparemment, avec les colons, ça se passait mieux, il y avait plus d'ordre, c'est étrange ça. C'est-à-dire, tous ceux qui ont proclamé une certaine liberté se sont retrouvés en réalité dans une pire situation qu'on leur a offert. Les anciennes colonies françaises, que ce soit en termes de l'Afrique avec son franc CFA, mais même d'autres comme par exemple l'Algérie, se sont retrouvés sous de pires dictatures, dans, on va dire, des progrès bien moindres, et ils auraient mieux fait de rester sous colonisation, parce qu'en soi, c'était pas tant la terreur que ça. Et d'ailleurs, pour prouver que c'était pas tant l'horreur que ça, il faut s'en remettre à ceux qui sont engagés pendant notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale pour défendre leurs colons. Donc si c'était si horrible que ça, ils ne se seraient jamais engagés. Et il n'y a pas eu que des enrôlements de force, hein. Il y en a eu qui étaient volontaires, parce qu'après ils voulaient devenir plus particulièrement européens, où ils avaient des visées en tout cas pour être sur notre territoire, avec peut-être des possibilités d'études, ou encore d'autres progrès. Donc on a repéré que ceux qui attaquent le colonialisme, qu'ont-ils proposé après, qu'ont-ils construit? Rien. Ils n'ont fait que détruire pour détruire, et aujourd'hui justement ils se bouffent encore la gueule. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec le Pakistan et l'Inde. Étrangement, ceux qui veulent bouffer la gueule aux autres, rapidement ont toujours la même religion. C'est quand même étrange. Là où leur religion passe, tout trépasse quelque part, tout s'effondre. Faut voir l'Algérie, la gueule qu'elle a aujourd'hui. Il y a d'autres pays également, on va pas citer que celle-ci. Là où finalement l'islam s'impose, c'est la terreur qui se met en place et c'est l'horreur qui s'impose. Suffit de voir avec le Pakistan par exemple. Donc, rappelons les choses. L'Empire des Indes, l'Inde britannique, qui était aussi vue par les Français qui essayaient également de mettre leur compagnie des Indes, alors je ne sais plus comment ils l'appelaient, mais contrairement à la compagnie des Indes, je crois que c'était orientale britannique. Bref, il y avait un esprit de concurrence dans ces époques-là, pour gouverner la mer, pour tout ce qui est de l'ordre du transport et des marchandises entre autres. Donc vous avez la carte 1858-1947, d'accord? La Birmanie est sortie de l'Empire des Indes en 1937. Puis vous avez le fractionnement, donc la Birmanie qui est en bleu, la Nouvelle-Inde qui est redessinée, et le Pakistan, avec le Pakistan, du coup, je crois que c'est oriental, il me semble, occidentale et donc orientale. La petite partie orientale étant à l'est et donc occidentale, vous vous doutez, à l'ouest. De là, il y a après tout un tas de revendications. Finalement, le Pakistan oriental devient le Bangladesh, à peu près depuis 1971, et le Ceylan devient le Sri Lanka, donc un nom adopté en 1972. Vous allez avoir 80 ans maintenant de conflits entre deux puissances nucléaires. C'est quand même des choses qui peuvent rapidement déraper, jusqu'à preuve du contraire, ils ont quand même réussi à se contenir et à faire des guerres plutôt avec une certaine intelligence. Mais les deux puissances nucléaires nourrissent une grave inimitié qui trouve son origine dans la partition de l'Empire britannique des Indes après le départ du colonisateur. Donc ils ne sont pas d'accord sur le redécoupage, ce que l'on pourrait aussi voir aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. Ils se bouffent la gueule entre eux parce que ouais, ça c'est un découpage occidental, ouais non, ça nous appartient. Eh bien le Pakistan et l'Inde, c'est la même chose. Là où hier, les Occidentaux avaient réussi à mettre de l'ordre et à unifier les choses, eh bien eux en arrivent toujours à se bouffer la gueule et c'est toujours comme ça.
Donc deux puissances nucléaires face à face. À l'origine du conflit entre l'Inde et le Pakistan, donc comme on vient de le dire, la partition sanglante de l'Empire britannique en 1947. L'illustre Gandhi, homme présenté comme quelqu'un de paix ayant réussi à aboutir à de hautes méditations pour être en harmonie. Le père de la nation indienne l'avait prédit. Lui qui était dans un phénomène de paix, d'ouverture à l'autre, avait quand même détecté que les musulmans étaient des barbares, étaient des guerriers et étaient des gens qui créaient des conflits. Donc il avait créé ceci le problème, la partition du sous-continent indien entre un État musulman et un État hindou, un État guerrier et un État de paix, en gros c'est à peu près ça les choses, laisserait un terrible héritage qui accoucherait de son lot de guerre. Depuis près de 80 ans, le divorce sanglant de 1947 entre l'Inde et le Pakistan, après l'indépendance arrachée à l'Empire britannique, a laissé une rancœur intacte et engendré de nombreuses guerres. Alors on rappellera le Pakistan, contrairement à l'Inde, même si on peut avoir nos critiques sur l'Inde, certaines de la pratique, ou encore le terme d'hygiène, et peut-être même la surpopulation, où du coup tout le monde ne trouve pas sa place, il y a des critiques à avoir envers l'Inde, et pourtant le Pakistan est encore pire. Les mariages forcés d'enfants, en hausse, dans les familles rendues vulnérables par le dérèglement climatique. Au lieu d'essayer de construire des choses, de recréer des forêts et, je sais pas, d'y mettre pour contrer justement ces effets du climat et favoriser en tout cas ce qu'il y ait de la végétation et donc une absorption dans les terres d'eau, bref, une certaine rétention, un climat qui soit plus agréable. Non, eux ils sont bons qu'à envoyer des missiles, bons qu'à se détruire la gueule ou à marier des enfants. De plus en plus de familles, ayant perdu leurs terres à la suite de moussons hors normes, obligent leurs filles, souvent très jeunes, à se marier, afin d'obtenir une dot et d'être à même de nourrir le reste de la famille. Donc, on rappellera, l'islam est une religion d'État au Pakistan depuis 1949, et le pays devient une république islamique en 1956. Représentant 96% de la population, ce sont des musulmans qui sont largement majoritaires, suivis par les hindous 2,2% et les chrétiens persécutés 1,4%. Donc la religion de paix et d'amour, qu'est l'islam apparemment, amène ces gens-là, soi-disant religieux, avec un problème climatique, non pas à prier leur Dieu ou à faire en sorte de changer l'environnement et de mieux se comporter, non, ils vendent leurs enfants comme des marchandises pour récupérer des dots et pour continuer à se nourrir. Après, ce qui se passe pour la petite fille qui va être violée, c'est pas un problème pour eux. Ce qui va se passer avec le petit garçon abusé, c'est pareil, c'est pas un problème. Et en fait, ça les dérange pas tant que ça, parce que quand on regarde ce qui se passe à Gaza en Palestine au XXe siècle, il y avait le mariage précoce de gamines. 9, 10, 11 ans qui étaient livrés pareil à des barbares de 30, 40, 50 ans qui avaient un peu d'argent par leur guerre, par leur conquête de territoire, et donc qui après abusaient de ces gamines. Eh bien c'est ce qu'on retrouve au Pakistan. Et c'est tellement ancré dans leur culture que lorsque vous déplacez des Pakistanais qui se sentent menacés ou en crise économique ou encore en problème d'alimentation ou de climat, donc vous les mettez dans un autre climat, c'est-à-dire vous leur proposez par exemple refuge, on a un autre terme encore qui est employé, asile, en Grande-Bretagne, et vous les retrouvez qui s'organisent à violer des petites Britanniques. Et l'État britannique étant ouvert à cet islamisme, justement cette barbarie, a d'ailleurs fait taire toutes les affaires. On est sur des milliers de victimes, de petites blanches, comme il y a eu des déclarations, par exemple, une victime qui a dit, par ces violeurs pakistanais musulmans, elle déclare « Ils me traitaient de pute blanche et me punissaient car je n'étais pas musulmane. C'était du terrorisme. » Vidéo que vous pouvez retrouver sur Odyssée, la traite des blanches par les musulmans, avec le @phenotix-évolution. Je vous fais un peu le rapport de ce qui se passe là-bas et même de ce qui se passe en France. Les musulmans prostituent des petites filles, des jeunes adolescentes, dans la pire barbarie, parce qu'apparemment ça semble être ancré dans leur culture. Revenons-en maintenant à ce problème du Pakistan et de l'Inde, et pourquoi je prends position particulièrement pour l'Inde, en espérant que s'ils ont besoin de soutien militaire, s'ils ont besoin de matériel, s'ils ont besoin de finances, s'ils ont besoin d'aide humanitaire pour faire cesser la barbarie de leurs voisins, on sera présent à leur côté, sans problème. Qu'est-ce qui est dit ? 24 avril 2025, je cite, « Ceux qui ont mené cette attaque en paieront le prix », puisqu'on rappelle, l'Inde aujourd'hui est en train d'exploser sa colère, voyez-vous, de la montrer et de menacer les pays voisins, parce que c'est pas la première fois que des Pakistanais musulmans tuent des touristes, sacrifient des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, persécutent des chrétiens également. Et là, on a eu une attaque au Cachemire, un attentat au Cachemire.
Jamais l'Inde n'avait connu une attaque aussi meurtrière contre des civils depuis les attentats de Bombay en 2008. Le massacre, ce mardi 22 avril, de 26 touristes au Cachemire, exécutés dans une prairie par 5 terroristes, a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Selon les témoins interrogés par l'AFP, les assaillants ont séparé les hommes et les femmes des enfants et exécuté ceux qui ne pouvaient pas réciter l'appel à la prière des musulmans. Voilà. Ah, mais c'est pas l'islam, ça, hein, c'est pas l'islam. Bah oui. Alors, en fait, quand on étudie même leur attente eschatologique, quand on va plus loin dans leurs écrits, ces musulmans appliquent vraiment en réalité l'islam. Ils tuent ce qu'ils nomment mécréants. Ils tuent ce qui ne se conforme pas à leur dogme. Ce sont des criminels. Et il faut le rappeler tous les jours. Là où en ce moment en France et dans l'Occident on a les chouineurs, ouais, islamophobes, ou d'autres encore quand vous dénoncez l'horreur de leur dogme et de l'histoire qui a parcouru, on va dire, comme ça leur communauté, et ce qui se passe encore actuellement sur nos territoires, où on ne dit pas d'amalgame, ressortez pas les affaires, mettez-les sous silence, mais quand il y a un drame, il faut en faire tout un pataquès. Hein ? Nous, on n'a pas le droit de pleurer nos morts. Eux, par contre, en revanche, non seulement ils ont le droit de les pleurer, de demander des minutes de silence, et même carrément de faire des mobilisations, et pourquoi pas de demander carrément l'inscription d'un texte de loi pour interdire ce qu'ils appellent l'islamophobie, mais où va-t-on ? Quand on regarde à travers la planète, entre l'État islamique en Irak ou au Levant, ils vous diront « mais ça, c'est les sionistes ». Ah bon ? Les gens qui les rejoignent, c'est des sionistes. Pourtant, ce qu'ils appliquent, c'est le Coran. Oui, ils tuent selon le Coran. Et partout, ils marient des petites filles selon ce qu'a fait Mohamed. Et on va continuer la démonstration, on ne s'arrêtera pas là. Donc l'Inde a le total soutien des Occidentaux. Qui a perpétré l'attentat de ce Cachemire ? Très vite, la police identifie au moins 3 auteurs présumés de l'attaque et publie leur portrait robot. Il y a un citoyen indien, il y a 2 ressortissants pakistanais. Ils sont présentés comme membres du Front de la Résistance, issus du groupe djihadiste Lashkar-e-Taiba, l'armée des pieux, basée au Pakistan. Donc en pieux, ils tuent ceux qui ne peuvent pas faire la prière, et notamment, je crois, c'est réciter une certaine sourate, comme ça, je crois, je ne sais plus si c'est de la vache ou un truc comme ça, qui permet de dire c'était musulman. Ça sera à revérifier. Ce mouvement est soupçonné par l'Inde d'avoir mené des attaques qui ont fait 166 morts à Bombay. Aucun mouvement identifié n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Après avoir fait les crimes, ça y est, commencent à chier dans leur froc. Ils savent que le Premier ministre indien, c'est pas certains politiques occidentaux. Hein. Il l'a dit, Narendra Modi a promis de traquer les auteurs de l'attaque et leurs complices jusqu'au bout de la terre. Il va pas les lâcher. Donc on dit bravo. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont donc à leur paroxysme. Tout a été ravivé. Mardi 29 avril, les autorités indiennes ont donné le feu vert à présent à l'armée pour riposter contre le Pakistan qu'elle accuse de ces crimes. Pour prévenir un éventuel conflit, les habitants construisent des bunkers le long de la frontière au Pakistan. Tout ce qui se déroule actuellement, chers amis, chers auditeurs et spectateurs, c'est l'eschatologie. C'est là où, dans le débat que j'ai pu avoir avec une personne très intéressante hier chez Veritas, où il n'est pas en accord sur Jésus ou sur ce qu'il a prononcé et le dogme chrétien, on peut voir que les chrétiens, par la révélation, Apocalypse, de Jean de Patmos, qui était Jean l'apôtre devenu prophète, le paraclet, il nous a dit à la fin des temps, une nation contre une nation, un empire contre un empire. Et en fait, ce sera l'empire de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens et ceux qui ne font pas de mal aux autres, contre l'empire satanique, l'antichrist, que représentent les musulmans et l'islam. Leur pratique où, pour eux, l'associationnisme, c'est le pire des crimes. Donc ils sont capables de tuer pour ça. C'est-à-dire, ils pensent rendre un culte à Dieu quand ils tuent des chrétiens. Parce que les chrétiens sont associateurs. Sur leur dogme, il est interdit de dire 3, c'est marqué notamment sur le dôme du rocher. Et il continue comme ça même dans l'appel à la haine, on va rappeler après la sourate 9, verset 30, quand certains sous taquilla nous disent « Mais non, c'est plus aujourd'hui, c'est un contexte d'une certaine époque. » Si véritablement c'était un contexte d'une période passée, pourquoi l'attente du futur, l'eschatologie de votre El-Mehdi, elle sera quelqu'un qui met fin à l'état de dhimmi, met fin à l'état de coexistence et impose son seul dogme. Et, soi-disant, il combattra El-Dajjal. En fait, le El-Mehdi, et je vous en ai prouvé par toutes les descriptions de ce qui en est fait, et nous, de ce que l'on a comme information de l'Antéchrist depuis le 1er siècle, c'est celui qui va persécuter le monde au nom de faire le bien, au nom de libérer, par exemple, la Palestine d'un groupe sectaire, d'un groupe criminel qu'est le sionisme. Et donc, pour combattre une mini-entité, ils viendront en fait à combattre la majorité même de ceux qui n'ont rien à voir. Voilà ce que c'est à peu près leur doctrine. En France, puisque nous sommes
aussi à parler de musulmans et justement de conflits, de chocs de civilisation, de ce qui va advenir, de la persécution des chrétiens, nous avons tout de même certains musulmans qui subissent des fois des violences, des crimes, et ça n'est pas à nier. Est-ce que pour autant on doit en faire un symbole de l'islamophobie tue? Parce que la gauche et de nombreux religieux de la communauté musulmane ont dit lorsqu'il y avait des attentats, nous ne nous reconnaissons pas dans ces agissements. Il y a eu un attentat, puis il y en a eu deux, puis en fait il y en a eu beaucoup plus encore, plus certains qui ont été interrompus. C'est-à-dire la police ayant enquêté a pu stopper ceux qui prévoyaient de faire les pires horreurs. La communauté musulmane, après ces dizaines, même plus que ça encore, d'affaires qui s'accumulent, ne serait-ce que pour la France, a dit pas d'amalgame. Par contre, un pratiquant, depuis ces 10, 20, 50 dernières années, a été tué dans une mosquée. Là, immédiatement, ça a été extrême droite. Ah, ça, c'est le coup des méchants blancs. Ça, c'est islamophobe. Ah bon? D'un cas, ou allez, de quelques dizaines de cas encore après, non pas en tuerie, mais plutôt en insultes qui peuvent être proférées ou en tirage d'une tenue vestimentaire, ils en font comme ça l'étendard d'une certaine persécution. Mais de qui se moque-t-on? Déjà, paix à l'âme d'Abou Bakar. D'accord? On n'est pas pour qu'une vie soit enlevée par un autre être humain. Ça, je l'ai toujours dit, et peu importe, dans mon camp, dans un autre camp, sauf si c'est en guerre. Ça, c'est différent. On est en guerre sur un terrain où chacun s'est engagé pour, on va dire, défendre sa patrie, ses idéaux, et là, ok. C'est pas totalement acceptable, mais c'est différent. Et c'est pas un citoyen lambda qui se balade, qui va au travail, qui va prier, qui se fait tuer. Ça, c'est inacceptable. Quelqu'un qui est dans sa vie courante, qui est comme ça à faire sa petite histoire, on va dire, sa petite famille, sa petite routine, se fait massacrer, c'est inacceptable. Maintenant, que s'est-il passé en France? On a en fait un Olivier H qui est un étranger. Il n'est pas français, il est étranger ce type, et vous le voyez bien à sa gueule. Et il a tué Abou Bakar, qui est un autre étranger. Donc qu'est-ce que ça signifie sur notre territoire? Qu'à nouveau, les étrangers ont tué. Et que c'est pas comme ça un identitaire pris de folie qui aurait sorti un manifeste et qui aurait... On fait pas ça, nous. Nous, on tue pas les humains, on est trop civilisés pour ça. Donc il y a eu une scène d'horreur, en effet, à la mosquée. Ça, faut le dire. Maintenant, est-ce que ça nécessite une minute de silence à l'Assemblée nationale, au Sénat, et à demander à ce que le ministre de la Sécurité se déploie sur le terrain directement dans le lieu de culte? Je ne sais pas si son rôle est d'aller dans le lieu de culte, même si certains disent il est représentant également de tout le cultuel, quel qu'il soit, peu importe la variété de ce qui est pratiqué. Je ne sais pas. Il a peut-être fait une erreur sur ça. Mais, donc, comme je vous dis, ça n'excuse rien. La chose, c'est que déjà, Abou Bakar, en fait, c'est quelqu'un qui est en situation irrégulière sur le territoire. Donc, paix à son âme. Mais il faut rappeler que de base, il ne devait pas être là, le pauvre. Ça veut dire que déjà, dans le système sécuritaire et dans l'hommage qu'on pourrait lui rendre, alors on rend hommage à l'être humain, mais en même temps, de facto, en le présentant comme effigie de celui qui a subi, soi-disant, une islamophobie, on légitime en fait qu'il y ait des étrangers qui viennent sur le territoire, et que même en présence illégale, on doit carrément pas les célébrer, mais leur rendre un certain hommage quand il arrive des drames. Ça me pose problème. Parce que la petite Nantaise qui a été poignardée par un extrémiste gauchiste, écologiste et complètement barré, taré dans sa tête, elle n'a pas eu droit à la minute de silence. Elle est trop blanche peut-être. Ou ça renvoyait à un autre problème. Parce qu'en soi, c'était un attentat. Ce qui s'est passé pour le Abou Bakar qui a été tué, c'est un attentat. Mais ce qui s'est passé pour la petite Nantaise dans son école, dans son collège, lycée catholique, c'était la même chose. Pourtant, elle, il n'y a pas eu de sortie dans la rue parce que les parents ont été différents déjà. Les parents n'ont pas instrumentalisé la cause, ils ont dit laissez-nous faire notre deuil. Là où les proches d'Abou Bakar ont été rejoints après par Assa Traoré, ont été rejoints par tous ces groupuscules de haineux de l'Occident, de sale merde comme on pourrait dire, voyez-vous, d'excréments, c'est tout ce qu'ils représentent ces gens-là. Pour alimenter la merde comme ça, voyez que ça fasse une fosse à purin. Ça, c'est inacceptable. Et donc, Bruno Retailleau a refusé ou ne s'est pas rendu auprès de la famille. Parce que, notamment, peut-être situation irrégulière, ou encore, il a dit c'était difficile de trouver sa famille. Eux, ils ont instrumentalisé, ils ont dit qu'ils avaient essayé de le trouver, il a refusé. Une parole contre une autre, on ne sait pas. L'image est là, elle est quand même parlante. Quelqu'un qui se met à prier, qui est massacré, c'est inacceptable, je le redis. Au moment de s'agenouiller pour prier, on a l'agresseur qui sort un grand couteau de cuisine
et qui poignarde violemment Abou Bakar à plusieurs reprises. Donc il y va avec acharnement, avec haine, avec vraiment une vilainie. Il plante le ventre, les bras, le visage, les jambes, le dos. Donc il le massacre. Abou Bakar s'effondre sur le tapis. L'assaillant continue de le frapper, puis, après avoir pris des photos de la victime avec son téléphone, donc imaginez vraiment le côté sordide du personnage, déjà qu'il le lame de toutes parts, il le massacre, et en plus après, il veut quelque part immortaliser son fait, en prenant une vidéo, et c'est là que sur cette vidéo, il dira « ton dieu de merde ». Certains vont l'interpréter comme un acte islamophobe. On ne sait pas. C'est quand même fait dans un lieu de culte, il insulte quand même le dieu de la victime, ça prête à interrogation. Maintenant, c'est peut-être une haine, voilà, c'est toujours la même chose, de toute façon quand on est en direct, il faut qu'il y ait chaque fois quelqu'un qui appelle, c'est comme ça. Voilà, bon, il quitte rapidement les lieux, c'est étrange que dans la mosquée, il n'y ait eu personne déjà. Qu'il était le seul à prier et que les autres n'ont rien vu. Est-ce que la victime et son bourreau se connaissaient? Ça c'est pareil, c'était peut-être du même quartier, bien évidemment, il faut qu'ils continuent leur message également. Meurtre à la mosquée, de la Grande Combe. Donc selon le Parisien, je cite, « Aucune publication raciste ou haineuse contre les musulmans n'aurait été retrouvée à ce jour sur les réseaux sociaux du tueur. » Donc peut-être qu'il y a été par un esprit de folie. Après de là à dire « je ne savais pas qu'il était musulman », ça c'est du foutage de gueule. Tu vas dans une mosquée, tu vois quelqu'un prier sur un tapis, je veux dire, c'est bon, il y a un moment, il faut aussi y remettre de la raison. On a retrouvé ceci. Le jeune homme, né à Lyon dans une famille nombreuse, donc là on parle du criminel, hein, de culture rome-bosnienne, donc il n'est pas français, était installé depuis 2 ans dans la région d'Alès, décrit de sources proches de l'enquête comme plutôt isolé socialement, sans emploi, accroché aux jeux vidéo auxquels il est consacré la majeure partie de son temps, il y vivait jusqu'à présent du RSA. Donc on est vraiment sur le parasite étranger pur. C'est-à-dire, le mec qui vient en France, il taffe pas, il essaie même pas de s'intégrer avec les autres, il est accroché aux jeux vidéo, il vit dans son monde, et c'est la société qui l'entretient. Mais c'est pas fini. Sur ses réseaux sociaux, donc toujours de sources proches du dossier, il aurait laissé des messages inquiétants. Donc en plus de le nourrir, de le blanchir, de lui permettre de jouer aux jeux vidéo, de se divertir, on le laisse comme ça s'isoler tranquillement, sur ses réseaux sociaux, il parle de désir de violer. Donc c'est quand même dingue. Là, il y aurait même pu y avoir des victimes femmes en dehors, et peut-être même des Françaises. Pas seulement de confession musulmane ou je ne sais quoi. Il parlait également de sacrifier des cadavres. Mais il n'y avait aucune publication raciste, et il disait pas ouais, c'est telle communauté, telle ethnie que je vais viser, ou tel culte encore auquel je vais m'attaquer. Il n'y avait aucune haine non plus contre les musulmans, en tout cas sur ses réseaux sociaux. Donc est-ce qu'il avait peut-être visé dans un premier temps d'attaquer des chrétiens ou des juifs ou encore des bouddhistes, et finalement en passant dans la rue ou je ne sais pas, il est rentré dans un lieu où il a suivi quelqu'un, il l'a planté, tout ça on ne sait pas pour l'instant. Est-ce que même c'est un crime raciste? Pareil, ça interroge, parce qu'on rappelle Abou Bakar est un noir, il me semble malien. Il y a eu, après ça, alors, il continue, je dirais, c'est bon, arrête-toi un moment. La marche contre l'islamophobie, alors récupération politique, et on voit un Mélenchon tout sourire d'un côté avec ses copains en parlant de je sais pas quoi, qui sont sous les médias ou que les autres vont en parler, et oh merde, dans l'angle de la caméra, il passe du rire aux larmes. Un vrai acteur, une tête de crapaud. Pour la gauche, l'appartenance de la victime compte plus que le crime qu'elle subit. Donc il faut absolument l'instrumentaliser, récupérer le vote des musulmans pour en réalité aboutir à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire effacer les chrétiens et s'attaquer à la dernière part de vrais Français de souche, parce qu'il y en a qui disent ouais, il n'y a pas de Français de souche. Si, les Français qui sont de plusieurs générations vraiment gaulois ou descendants celtiques, même s'il en reste peu, ou encore vikings, etc., sont des Français. Les Français qui ont des origines italiennes, espagnoles, allemandes, belges, etc., des pays voisins européens, sont Français de plusieurs générations et ont cette identité de Français de souche, parce qu'ils partagent la même culture, le même cultuel. Les autres qui sont venus d'un autre continent peuvent faire partie du peuple résultat. Il y en a certains, ils sont très bien intégrés, ils ont même réussi leur vie, ils ont fait leur famille, ils ont également exercé des études et avec brio, donc ils ont réussi. Et ils sont très bien intégrés, ils font partie du peuple résultat. Et après, nous avons une immense vague de tous ceux qui sont en réalité défectueux, dans la haine de l'Occident. On se demande même pourquoi ils sont chez nous. Ils ont la rancœur du colonialisme. Qu'est-ce que vous faites alors chez les colons ? Retournez chez vous, allez donner de la grandeur à votre pays. C'est les 1, 2, 3 que vous retrouvez par exemple, toujours à dire que c'est les meilleurs, mais ils sont jamais chez eux.
Ils n'apprécient pas. C'est d'autres encore que vous entendez en parlant de panafricanisme, croyant qu'ils vont l'établir en Occident, alors qu'il ferait mieux de retourner dans leur pays pour justement défendre ce qu'ils appellent l'identité noire, et peut-être même sortir du franc CFA, travailler à une certaine logique, avec, je sais pas, la création d'établissements, de formations, d'associations, etc. dans ces pays. Mais non, ils font tout à l'extérieur chez nous. Parce que, en fait, ils ne sont jamais discriminés de façon systémique. Il n'y a pas de racisme systémique. Ils montent des assos, ils prennent des milliards. Et on l'a vu. Donc sous cette photo aussi qui est assez drôle, hein, les gens ont quand même rigolé, même certains musulmans ont dit « Mais nous, on n'a pas peur, qu'est-ce qu'elle raconte cette bonne femme cette friteuse à huile quelque part ?» Ou en tout cas, elle ferait bien attendre, au lieu d'avoir peur, je sais pas, des Français ou du Rassemblement National, elle ferait mieux d'avoir peur de l'huile qu'elle met dans sa préparation pour sa santé, hein, entre autres. Donc il y a Papa Mélenchon et sa Aïcha. Vous l'avez vu, hein, c'est papa, est-ce que je peux, qui demande à sa Aïcha qu'il est prêt à adopter là, excusez-moi, je peux vous approcher, je peux vous toucher, et lui tape la bise, et vas-y que, hop là, les mains sont baladeuses sur le corps. C'est un vrai pervers ce Mélenchon. Alors, elle déclare, on a peur Mélenchon, on a peur. Calme-toi. Je veux dire, là, il n'y a eu qu'une personne qui est décédée, paix à son âme, ces 20, 30, 40 dernières années dans des situations pareilles. Les musulmans, vous êtes plus des persécuteurs en France que des persécutés. L'émotion du leader LFI face à une femme lors du Rassemblement National contre l'islamophobie, donc elle en a fait rigoler plus d'un. On voit Mélenchon qui sait se frotter les yeux avec des oignons pour pleurer pour les musulmans, mais n'aura jamais rien, aucun sentiment pour juifs et chrétiens, car dans son fort intérieur, c'est ni plus ni moins un adorateur de Lénine, de Staline, de ceux qui ont massacré les chrétiens. Et s'il pouvait se servir des musulmans pour massacrer les chrétiens, il le ferait. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'on retrouve ces socialistes qui sont sectaires, ces socialistes qui pourraient s'apparenter à ces soviétiques de l'époque, dans une certaine union de l'internationalisme, que l'on retrouve aujourd'hui, vouloir d'abord saisir le national, tel l'a fait Adolf Hitler, pour après se intéresser à l'international. Ça, c'est les projets très dangereux de ceux qui veulent la 6ème République. Ces gens-là, il faut les condamner. Ces gens-là, il faut les combattre. La notion d'islamophobie, qui nous est ressortie à tout va. Alors, qu'est-ce que l'islamophobie? Vous demandez aux musulmans, il y en a qui vont vous dire c'est des actes de violence qui sont exercés contre les pratiquants. Ok, on se met main dans la main, on est d'accord. Ça doit être condamné. Il y en a d'autres, l'islamophobie, ça va être une attitude d'hostilité. Alors, qu'est-ce qu'une attitude d'hostilité? Est-ce que tu dois obligatoirement être copain-copain avec des musulmans? Première question. Qu'est-ce qui impose ça? De haine. Qu'appelle-t-il de la haine? Est-ce que c'est des appels à la violence? Si c'est le cas, main dans la main, ok, on est d'accord, on condamne. Si en revanche, c'est critiquer leurs écrits et que pour eux, c'est déjà de la haine à leur égard, alors là, autant dire que on n'est plus main dans la main. Là, vous êtes en train de changer totalement l'islamophobie, la peur de l'islam. Voyez-vous, qui conduirait du coup à des folies, donc à appeler à la violence, ça c'est à condamner, appellerait des fois à commettre du crime pour pouvoir soi-disant se défendre ou en tout cas anticiper une attaque, ça sera à condamner aussi. Maintenant, si pour vous, l'islamophobie, c'est interdire également de critiquer les écrits ou encore de dire que Mohammed est le pire des hommes, alors qu'il n'est même plus présent actuellement, là déjà c'est plus la même chose. Et c'est pour ça qu'ils y ajoutent toujours une virgule. C'est la ferme des animaux et voilà que les cochons veulent obtenir tous les pouvoirs. Ah, ils veulent tout souiller. Hein. La soie, ils vont la dégueulasser. Ça va de soi quelque part. Hein. Ils enlèvent nos droits d'expression, nos droits de pouvoir être qui on est et de défendre notre identité pour imposer leurs lois. Et après, à la fin, terminer avec l'Oumma, la charia, le califat, et c'est comme ça. Et c'est toujours un engrenage, une escalade. Donc, pour ces gens qui accusent jour et nuit l'Occident d'être islamophobe, le patriote de défendre son territoire, ou encore certains chrétiens ou d'autres de critiquer l'islam et les textes particulièrement, quand vous les entendez chouiner à ça, stoppez-les immédiatement. Vous leur dites, est-ce que l'islamophobie pour vous, c'est critiquer les textes? C'est critiquer, on va dire, l'histoire de l'islam et même le prophète? S'ils répondent oui, vous dites, hop, ferme-la. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent Uzaïr est fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux, que Dieu les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Ok, donc, vous dites que nous, on est islamophobes. Pourtant, ce n'est pas dans nos écrits, et encore une fois, on n'appelle pas à votre anéantissement pour certains, pour bon nombre même. Par contre, vous, qui chouinez jour et nuit, si j'ouvre votre livre que vous dites sacré, et que je vais à la sourate 9, verset 30, et même ce qui précède également, je vois quoi? Les Juifs sont nommés? Les chrétiens sont nommés?
vous les mettez sur un rang de mécréants, et vous en appelez à ce que Dieu les anéantisse. Donc qui est vraiment judéophobe, christianophobe? Qui porte la haine et pas seulement une peur dans ses écrits et dans sa pratique? Ah, ok. C'est là où les Mélenchon et autres qui instrumentalisent ne veulent pas qu'on se penche sur les écrits. C'est là où les extrémistes religieux ne veulent pas qu'on comprenne leur taquilla. Parce que là où ils chouinent à l'islamophobie, on peut y mettre sur le parallèle, du coup, que eux ils ont de la judéophobie et de la christianophobie, et tout au long des écrits, hein, pas seulement la sourate 9, verset 30. Donc le jour où vous entendez quelqu'un vous reprocher ça, chouiner un gauchiste qui connaît rien aux écrits, rien à l'histoire, ou encore ces instrumentalisateurs qui sont de courant de la communauté musulmane, vous mettez fin au débat. Vous dites sourate 9, verset 30, vous êtes judéophobe, christianophobe. Qu'est-ce qui m'empêcherait dans ce cas-là d'être islamophobe, et en plus d'un certain islamophobe qui n'appelle ni à votre haine, ni à votre éradication, contrairement à ce que vous en appelez à Dieu. Ou alors, main dans la main, on va à ce moment-là réécrire le Coran. On va supprimer tout ce qui est haineux. Vous les supprimez de la part, notamment de certains chrétiens qui disent que, en gros, comme moi, on n'est pas les frères des musulmans. On est complètement contradictoire en termes d'idéologie, de culte, etc. Et même les athées, c'est pareil. Les athées ont le droit de ne pas croire en Dieu. Les athées sont libres en soi de dire que même Mohamed est le pire des hommes. Qui êtes-vous pour, comme ça, vouloir nous censurer, nous bâillonner et finalement nous imposer votre manière de voir les choses? Ça, c'est important à leur rappeler. Et autre élément, là on voit Mélenchon en pleurs, mais de façon artistique quelque part. Faut dire, c'est un artiste, c'est un acteur. Il joue assez bien son rôle, même s'il nous fait rire. L'évolution des faits anti-religieux, contrairement à ce qui est laissé entendre, eh bien, les actes anti-musulmans sont minoritaires. Les actes anti-chrétiens, vous les voyez, se stabilisent mais sont en soi immenses. On a des prêtres qui sont fait cracher dessus. On a des églises qui ont été retournées sans dessous, comment on peut dire ça, sans dessous-dessus. Et même là, à Nantes, il y a par exemple 2-3 églises qui sont actuellement fermées la journée parce que ces étrangers viennent, foutent le bordel, crachent dans les eaux bénites, détruisent les... Comment on pourrait dire ça ? Les bougies, les Vosges et compagnie. Les Vosgiennes et compagnie. Ils s'attaquent à tout. Il y en a même qui ont tenté de piller du matériel. Donc les églises, la journée, sont obligées de rester fermées. Ce qui veut dire que ceux qui pouvaient peut-être même être un petit peu intéressés du fait juste de franchir ne serait-ce que le pas de la porte et de regarder la beauté de ce qui peut en résider à l'intérieur en termes de tableaux, en termes d'histoire, en termes de savoir-faire, au niveau des sculptures, et même pourquoi pas se mettre à prier et prendre d'un coup, pour certains, un chapelet, et pour d'autres, s'intéresser à prendre la parole biblique, tout ça, ils n'y ont même plus accès. Pourquoi ? Parce que les colons africains musulmans sont en train de foutre le bordel sur notre territoire. Ils créent l'insécurité, ils détruisent nos lieux de culte, et quand il y a un étranger qui s'attaque à eux, ou quand il y a des Français qui commencent à se rebeller ou à dire « Oh, stop là, on est quand même chez nous ici », là d'un coup ça chouine, on est victime. Il y a pas plus hypocrite que cette communauté. Ils vont pleurer, ils vont vous dire que ce sont vos frères, lisez leurs écrits, écoutez en réalité ce qu'ils prônent. Ce sont des ennemis, des adversaires. Et vous le voyez, c'est vraiment alimenté. Alors après, ne pas avoir la haine de tous ceux qui se diraient musulmans, il y en a certains qui se déclarent pratiquants, mais en fait quand vous échangez avec eux, ils ne sont pas du tout tombés dans l'extrémisme. Ils ont sélectionné, ils ont fait un islam à la carte. Ils vont peut-être pas le reconnaître comme ça, mais c'est en tout cas la manière dont je les perçois. Et ces gens-là, oui, ils sont bien insérés, ils sont capables de débattre, ils n'appellent pas la haine, ils sont très ouverts. Allez, comme moi, on peut critiquer Jésus, la chrétienté, même la France, etc. Tant que c'est fait avec argumentation, ça me convient. Même ceux qui tombent un peu dans le mépris, c'est pas grave. Par contre, appelle pas à la haine. Appelle pas à commettre des crimes, des attentats, des dégradations de lieux de culte ou ce genre de choses. Et ceci, vous ne m'avez, en tout cas, jamais entendu prononcer une mauvaise parole de cette sorte. Jamais. Contrairement à ce que la Hada, la pupuce, en train de sauter sur elle-même ou en train de se faire sauter, n'a pas réussi à comprendre. Assa Traoré, à propos du meurtre d'Abou Bakar, je cite, ce sentiment de peur. Il est au-delà de la mosquée, il est partout. 7 minutes de silence, c'est un dû. Ah, toujours cette arrogance et cette mise en avant d'une peur, d'un sentiment, voyez-vous, qui dépasse également le lieu de culte, qu'une minute de silence leur est due. Voyez, les racisés ont droit au respect.
terrorisme islamiste. Rappelons que les autres racisés, nous qui sommes blancs, parce qu'en soi, si vous parlez en termes de racisés, on parle en termes de couleur, donc la pigmentation blanche est une couleur, nous sommes nous aussi racisés dans ces cas-là. Eh bien nous sommes victimes des terroristes islamistes, des attaques meurtrières en France depuis 2012, on pourrait remonter même à avant, on fait des centaines de morts, et on parle même pas des attaques tous les jours sur des Français qui se font frapper, comment je pourrais dire encore, reçoivent des coups et blessures volontaires, sont pour certaines femmes violées, parce que blanches, parce que françaises ou parce que chrétiennes. Mais dans les faits qui vont être retenus, très rarement la justice va dire « Ah ouais, ça a été du coup un racisé qui a attaqué une blanche, donc on peut dire que c'est raciste ». Ce propos raciste et on va dire cette forme de juridiction qui pourrait être employée en termes de condamnation et pour alourdir les peines, est bien souvent mise en avant seulement pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais jamais en faveur des Français. Pourtant, il y a certains spécialistes qui parlent bien d'une guerre de type 4. Et quand on voit qu'il y a des comme ça, des wallah, des cités là, qui sont en train de trafiquer des petites blanches, ils le font parce qu'elles sont blanches. Quand ils sont en train de violer des Justines ou des Clémences, ils le font parce que c'est des Françaises. Ça, faut le dire. Quand ils vont dans des EHPAD violer ou frapper des Yvonne ou encore des Henriette, etc., voyez-vous, des Morissette, c'est parce qu'elles sont françaises et qu'ils ont la haine de l'Occident. Mais ça ne sera jamais qualifié en acte raciste. C'est là où la justice est défaillante et que le vrai racisme systémique, la vraie discrimination systémique, n'est pas du tout envers ces étrangers, mais envers les autochtones du pays. Et c'est ce qu'on voit même en Angleterre avec Stramer, qui a dit « On est en train d'étudier, on est sur une piste pour que à délinquance égale, c'est-à-dire à méfaits, actes délictueux qui passent devant la justice, un racisé prenne moins et que le blanc soit jugé plus sévèrement. » Voilà ce qu'ils travaillent à faire. Parce qu'ils sont vraiment dans une haine en réalité de nos peuples. Et derrière, il faudrait s'interroger s'il n'y a pas une poursuite de l'idéalisme pratique de Kalergi. Damien Rieu a rappelé, au passage, face à ceux qui nous disent « on a peur », que ceux qui ont véritablement peur sont les Français. 14 000 faits de violence par an dans les Yvelines, 38 par jour, dont une bonne majorité sont faits par des Walla Walla sur des Français lambda. Jamais la préfecture n'a réagi pour l'un d'entre eux, encore moins pour une simple déclaration. La fébrilité de l'État est maximale, la peur d'émeute Naël bis est palpable. On voit bien qu'il y a du racisme systémique, c'est contre les 37 autres victimes d'agression ce jour-là, mais il n'y a pas de racisme systémique envers par exemple Aboubacar. Ce tweet n'est évidemment pas une attaque contre cette dame qui mérite... alors là c'est une autre qui a été agressée. On lui a arraché son voile. Donc ça c'est pareil, c'est condamnable. Déjà c'est un lâche qui a fait ça. Vous voyez, à quel moment tu vas arracher un voile? Non. À la rigueur, si c'est un voile intégral, que ça n'a rien à faire en France, bah, tout au plus, tu lui dis, voilà, c'est pas une tenue vestimentaire de chez nous, et encore, même là, ça n'a pas d'utilité. Vous voyez, le mieux c'est que la police intervienne et qu'elle mette l'amende. Vous voyez, c'est qu'en tapant au portefeuille qu'on arrivera sur ces extrémistes à gagner gain de cause. Parce qu'on rappelle, au début, c'est... le voile, ça y ajoute la baya, et puis ça commence à devenir intégral, et il faut cacher le coup, t'as vu, la sœur, là, c'est un peu de chair en trop, là, tu es en train de nous tenter, et après c'est, ouais mais cache ta bouche aussi, ça pourrait être une tentation, puisque c'est des pervers, ils voient immédiatement de la sexualité, et puis après quand il reste les yeux, ah mais il y a encore les mains, la douceur de la main, ne serait-ce qu'un contact, ou encore une manicure qui pourrait être visible, même là ça les fait bander comme des animaux. Voilà, et donc c'est pour ça il les voile de la tête aux pieds. Et après, c'est pas seulement les adultes qui le feraient, soi-disant de leur volonté, pour ne pas être une tentation pour les hommes, c'est même les gamines, parce qu'en fait, dans leur culture, comme on l'a vu, ils sont capables de marier des petites filles. Donc même là, la petite fille, quand elle la voit, ça peut être une tentation pour Mouhoud ou Mohamed. C'est quand même dingue. Et c'est ça qu'ils veulent importer en France. Rappelons aussi, à la poursuite de ce que Damien Rieu dit, le document que vous pouvez tous trouver sur Internet, Insécurité et délinquance en 2023, bilan statistique. On rappellera qu'en France, on nous a toujours vendu l'immigration comme une chance. Et pour nous prouver ceci, ah non, il n'y a rien. On nous a interdit les statistiques ethnico-religieuses, c'est-à-dire en termes d'insertion dans les métiers, de postes occupés, parce qu'on nous a souvent dit oui, c'est les étrangers qui sont éboueurs. Non. Ils sont en général, les étrangers éboueurs, dans des zones où ils ont regroupé en effet tous ces étrangers, et donc c'est tout à fait logique que sur les emplois vacants, et ben, ça soit occupé à la fin par des gens issus de l'immigration. Maintenant, faites le tour de la France et vous verrez
un éboueur sur 3 peut-être d'origine africaine noire, un éboueur sur 3 pourquoi pas d'origine maghrébine, et puis un sur 3 qui est blanc, voyez-vous. Et encore, j'exagère les choses en les mettant dans des hautes proportions. Il y a bien des métiers pénibles, notamment le nettoyage. Oui, on retrouve beaucoup de communautés noires, entre autres, mais ça n'enlève pas qu'il y a des blancs qui continuent à faire ces métiers. Et qu'il y en a encore d'autres qui sont obligés de s'engager dans ça parce qu'ils n'ont peut-être pas les diplômes ou c'est leur seul moyen de mettre ce qu'il faut dans l'assiette. Donc de là à dire que le pays tomberait s'il n'y avait pas les étrangers, c'est une utopie. De dire que c'est les étrangers qui ont reconstruit la France est également une totale invention. On rappellera que pour le BTP, il y avait seulement 30% d'étrangers, ok ? Et dans ces 30%, seulement 10 à 15% d'Africains maghrébins, parce que les subsahariens, l'Afrique noire était quasiment pas présente en France. Ce qui d'ailleurs réinterroge aussi sur le côté de la traite négrière, où derrière, en France, ça a toujours exploité les Noirs, alors qu'en fait, en 1900 et même ce qui précède un peu, on voit que des enfants blancs sont dans l'usine. Des enfants blancs travaillent dans des métiers pénibles, des femmes sont aux emplois. Donc s'il y avait véritablement cette manœuvre et cette réécriture de l'histoire qu'on nous laisse entendre, où les Noirs étaient employés partout et étaient mis en esclavage, ça pose question. Pourquoi ils n'étaient donc plus là en 1900, par exemple, quand il y a eu la guerre ? Voyez-vous, pourquoi on n'avait pas d'enfants métis à ce moment-là, cette période, alors qu'ils n'étaient pas, contrairement sous régime des arabo-musulmans castrés, en France, ils ne l'étaient pas. Donc tout ça interroge. Et quand on revient même à la période actuelle, eh bien, donc sur les statistiques, on nous empêche d'y mettre l'ethnie, d'y mettre la religion. Bon, après, les prisons nous prouvent, au vu des fréquentations du culte musulman, que 60 à 80% sont musulmans. Donc déjà, il n'y a même plus débat sur ça. Principalement centrés dans la délinquance et la criminalité, sont musulmans. Point. C'est une réalité. Ensuite, et en plus, il y en a beaucoup à qui on laisse des chances. On a des stats quand même qui sortent, et donc dans les Français, bien évidemment, vous allez avoir ceux qui sont binationaux, ceux qui sont descendants d'étrangers. On rappellera, il y a à peu près de l'ordre de 8 à 10 millions d'Africains et descendants d'Africains en France. D'accord ? Dans ces chiffres-là, eux sont considérés comme des Français. Les étrangers africains sont ceux qui n'ont pas les papiers ou qui ont une autorisation provisoire d'être sur le territoire. Et donc ils sont à peu près 8% de notre population, et les Africains sont 3,5% de notre population. Donc 8% d'étrangers et 3,5% des 8 sont donc africains. Que remarque-t-on ? Insécurité et délinquance. Donc dans ce document 2023 qui est tout à fait officiel et fourni par l'État, nationalité des victimes d'homicides en 2023. On voit la nationalité des victimes majoritairement est à 80% quasiment, 78 français. D'accord ? Le nombre caractéristique des personnes mises en cause pour homicide en 2023. Donc on a eu 1179 actes par des Français. Après, qu'est-ce qui relève des vrais Français de souche, des autres Français ? Ça sera intéressant de pouvoir le démontrer par la suite. Et 248 actes faits par des étrangers, dont 123 par des Africains. Les Africains sont 3,5%, et on parle de ceux qui n'ont pas les papiers en France, mais ils sont représentés à 9% dans les mis en cause pour homicide. Autre donnée, pareil, aux alentours de 80% de victimes de tentatives d'homicide en France. Les étrangers, donc 8%, on a les chiffres. Les Africains ont été mis en cause dans des tentatives d'homicide de 354 affaires. Ils sont 3,5%, mais 10% dans la généralité des affaires. Voilà. Nombre de personnes mises en cause pour coups et blessures volontaires. Là où les Français ont peur de sortir parce qu'ils se font taper sur la gueule, ils se reçoivent des coups de couteau, ce genre de choses. Donc coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus élucidées, les étrangers, pour la simple année 2023, ont commis 43 770 affaires où ils ont massacré, tapé, violenté des Français. Les Africains représentent 26 986 affaires. Et on rappelle, c'est pas les binationaux, hein, c'est pas les descendants non plus d'Africains, c'est uniquement ceux qui n'ont pas les papiers. Ajoutez-y tous ces Walla de cité et on est sur l'ordre de 100 000 quasiment. Donc ils sont 3,5% dans la population française, mais sont représentés à 10% dans ces affaires de coups et blessures volontaires, ce qui représente quasiment 27 000 agressions juste pour l'année 2023. Je vous ai même pas mis les chiffres pour les viols, pour les agressions sexuelles, là où jour et nuit,
On les voit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, en devenir toc-toc ou à tomber dans des manifestations à chouiner, en parlant de la Palestine, en parlant de ce qui se passe à l'autre bout du monde, des musulmans soi-disant persécutés en France. Chaque année, juste pour la France, on a 27 000 au minimum français qui se font massacrer par des Africains, pour la plupart musulmans. On a des viols de Françaises par centaines, voire par milliers, qui sont effectués par des Africains musulmans. Chaque année. Si ça, c'est pas une criminalité, une forme de génocide quelque part sur le peuple français, je comprends rien. Et on parle même pas de l'Angleterre ou de d'autres pays voisins. Par exemple, Thomas et Nicolas ont été tués par des barbares. La vérité sur le racisme anti-blanc. Notre contre-enquête à Crépol. Mais ça, c'est une affaire qui a été médiatisée. Mais dites-vous, il y en a plein des comme ça où il n'y a pas eu les médias sur place, il n'y a pas eu les parents qui ont fait des relais sur les réseaux sociaux, les amis n'étaient pas forcément à créer des vidéos ou autres. On a Mathilde Panot, donc la France insoumise, la France islamiste, selon eux, en 2023. Donc il y a un échange avec Marion Maréchal Le Pen qui réagit sur Crépol, fait divers ou bien fait de société. Est-ce que c'est un fait isolé qui est arrivé une fois ou c'est quelque chose qui se généralise par la haine des Blancs, la haine des chrétiens, la haine en fait des Occidentaux? Eh bien, il y a un échange et Marion Maréchal Le Pen veut dire à Mathilde Panot, elle qui chiale tout le temps aux pauvres racisés, exclus, victimes de racisme, elle lui demande: est-ce que prendre 9 coups de couteau au nom de sale guerre et dont on est venu tuer des blancs, c'est raciste? Et Mathilde Panot de dire non, 9 coups de couteau au cri de sale guerre, ce n'est pas du racisme anti-blanc, c'est un concept inventé par l'extrême droite. Et donc en fait on peut se faire massacrer jusqu'au bout, on peut même avoir un génocide, ça sera jamais un génocide parce qu'on est soi-disant coupable de ce que nos ascendants de 3, 4, 5 générations, voire des fois ils n'ont même pas fait, mais allez, on met sur la table. Alors, lorsqu'il y a eu Lola qui a été massacrée en morceaux selon une pratique de croyances zourines ou provenant d'Afrique du Nord, entre autres, lorsqu'on a eu Thomas qui a été massacré, on peut mettre bien d'autres affaires, la gauche s'est saisie, a parlé d'instrumentalisation, on a eu Éric Dupond-Moretti qui nous a dit que c'était une sensation d'insécurité qui n'existe pas, qu'il faut arrêter de faire une sorte de France à double jeu, en séparant les étrangers des Français autochtones. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un Français de souche? On a eu également d'autres qui, comme Fabien Roussel, ont dénoncé l'instrumentalisation politique de la part de l'extrême droite. Ok. Et pour Aboubacar, du coup, c'est les mêmes qui, par contre, ont dit « fermez vos gueules, la droite ». Alors qu'en plus, nous, on n'était même pas contre. Ilan Gabet, sur Twitter, par exemple, voici les conséquences des paroles de Bruno Retailleau. À bas le voile. Il est moralement responsable de cette agression. Donc on a une jeune femme, une musulmane de 26 ans, qui a été agressée par un lâche, d'accord, par quelqu'un qui n'a aucun courage, et donc qui lui a enlevé son voile et lui a mis du produit, ou je sais pas trop, sur les cheveux, voyez-vous. Alors après, pourquoi s'en arriver là? La personne, en tout cas, a pris la fuite, elle est recherchée activement, et elle va en payer les conséquences. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'a pas à agresser une femme pour un bout de tissu. D'accord? On a le droit d'être contre, il faut mettre des politiques en place, comme je l'ai dit, il faut taper au portefeuille, mais pas user de violence physique ou encore arracher des vêtements. Non, certainement pas. Mais en revanche, on voit donc d'un fait un Ilan gauchiste, socialiste, ce que l'on veut, laver du cerveau, qui veut en faire un phénomène de société, et même dire que Bruno Retailleau serait coupable, puisqu'il a dit « à bas le voile », et en fait, il ne rajoute pas la suite de son discours. D'accord? Il le réduit, et comme ça tombe dans les extrémistes. Donc les Ilan Gabet, c'est les mêmes qui disent que lorsqu'il y a un attentat terroriste qui agit donc au nom de l'islam et qui tue du koufar, du mécréant, et Allah Akbar qui est prononcé, gloire à Dieu, on ne doit pas le ramener ni à l'imam qui l'a enseigné, ni au lieu de culte, ni même salir la communauté. Donc on ne doit pas établir de relation. Voyez. Mais lui, c'est exactement ce qu'il fait. Quelqu'un qui agresse, il faut qu'on n'ait même pas Bruno Retailleau, il en crée un lien, et comme ça, c'est un racisme d'État, une discrimination, et donc il en est responsable. C'est dingue. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on est sur le voile, combien de temps allons-nous encore supporter ce putain d'escroc? Jean-Luc Mélenchon, le 21 novembre 2015. Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de pas aimer l'islam, comme on a le droit de pas aimer le catholicisme. Et je crois que c'était hashtag salut les terriens, il me semble, le SLT. Bah oui, moi je suis d'accord. Les gens ont le droit de pas aimer le christianisme. Les gens ont le droit de critiquer notre doctrine. Donc, si j'accepte ça pour mon culte,
eh ben, les gens ont le droit de critiquer l'islam. Ont le droit de critiquer également le Talmud, la Torah, les juifs, on va dire, pas en tant que juifs, pareil, critiquer l'islam et pas cibler un musulman particulièrement ou autre, mais critiquer le dogme. Et donc, par exemple, pour le dogme des juifs, ça serait critiquer le judaïsme, critiquer le sionisme, qui peut en être une branche, et il existe encore d'ailleurs d'autres variétés de pratiques, comme ceux qui diraient du coup Zahir est fils d'Allah, ou encore, j'ai appris ça hier, il y en a d'autres, des juifs qui adorent Yahvé et deux autres divinités avec. Il y a droit de critiquer, tant que c'est sur l'idée. Mais bon, on a eu l'appel à la minute de silence, plusieurs députés RN ont refusé, ils ont dit Rassemblement National, on s'y oppose, ils auraient peut-être dû quand même faire la minute de silence, je pense, mais pas dans l'hémicycle, pour dire, ça sert à rien de l'instrumentaliser, mais on va respecter le décès de la personne. Il y a quand même un mort, ça c'est à respecter. Donc, ils auraient dû être en dehors, je pense, de l'Assemblée, mais faire quand même la minute. Après, il y en a qui vont me dire que je suis gauchiste ou me contredire, je sais pas, libre à vous. Mais pour moi, il y a quand même une victime dans l'histoire, donc il y a un minimum de respect à avoir. Le Sénat, en revanche, lui, n'a pas à faire de minute de silence. Et Gérard Larcher, certes, on ne l'apprécie pas, ce cochon, mais il a eu raison, par contre, à dire qu'il n'y aura pas de minute de silence au Sénat pour Aboubacar Cissé, clairement. D'ailleurs, il y a Damien Rieu qui a dit « Il n'y a jamais eu de minute de silence à l'Assemblée nationale pour Alban, mort dans des circonstances similaires à Aboubacar Cissé. » Sauf que Alban, il a été tué au cri d'Allah Akbar, le 10 mai 2022, devant l'école de ses enfants. Il a été massacré au couteau, à Marseille. Bruno Retailleau a décidé de mettre les bouchées doubles. Il a très bien vu la radicalité de certains antifascistes qui en fait sont les pires fachos, ne débattent pas, usent de violence, sont sectarisés, il a dit allez c'est bon, on va mettre les mains dans le cambouis et on va remettre un peu d'ordre dans la mécanique. Bruno Retailleau donc veut dissoudre la jeune garde, antifasciste, d'ailleurs d'un député qui est fiché S d'une petite salope, on va dire des choses. Voyez-vous, lui, il fait ça gratuitement, il se prostitue gratuitement sans comprendre, et il est contre son peuple résultat, c'est le genre de guignolo qu'on peut retrouver aujourd'hui, avec ses mouvements, des flèches vers le bas, des instrumentalisations sorosiennes, bref, des gens qui n'ont pas de culture, des gens qui sont vides, des gens qui sont seulement là par opportunisme, parce qu'il y a de l'association, il y a de l'argent, il y a la possibilité de pouvoir de monter en politique, d'instrumentaliser les choses, et ça c'est abject. Et le ministre de l'Intérieur a donc annoncé hier, devant l'Assemblée nationale, engager une procédure contradictoire contre le mouvement d'extrême gauche. On avait une phrase qui a titré à Churchill, dont certains ignorants comme Alix Sator, se pensant les chantres de l'intelligence, ayant des milliers de lectures derrière eux, bref, des études également, disent « Churchill a dit « Les fascistes d'aujourd'hui seront les antifascistes de demain ». C'est pas une phrase de Churchill, il s'agirait en fait de la phrase d'un homme politique américain controversé qui s'appelle Whelan, qui aurait déclaré, je le cite, « Quand le fascisme arrivera aux États-Unis, on l'appellera antifascisme. » Et c'est ce qui s'est passé pour l'Occident. L'antifascisme, c'est le mouvement socialiste sectaire, c'est les unités de SS qui déferlent dans les rues, qui vont attaquer des bars de droite, qui vont aller frapper des femmes, qui vont s'attaquer au collectif Némésis, et on a tellement d'autres affaires que l'on peut citer, et qui ne débattent jamais, puisqu'on ne débat pas avec l'extrême droite. Donc en fait, ils se persuadent d'avoir la raison, ils se communautarisent, ils se sectarisent, et ils n'acceptent pas la contradiction, même de gens qui ne seraient pas de droite. Parce que, vous voyez, un mouvement sectaire, ça crée une base de confort, on va dire une sorte d'air dans laquelle, soi-disant, ils peuvent respirer, et tout ce qui est en dehors, que ce soit d'ailleurs plein de partis politiques, si ça va pas dans leurs idées, c'est d'extrême droite. Si ça va pas dans leurs idées, c'est fasciste. En gros, c'est ça. Et ils ont leur petite bulle, vous voyez. Et quand on tente de la percer un peu pour leur montrer qu'en fait, là, ils sont en train de s'asphyxier, ils sont dans une même pièce, avec énormément de monde qui crache leur mauvaise haleine et envoie leur venin, ils vont finir par crever du malaise, par asphyxie, comme une petite grenouille dans sa casserole qui se relaxe, elle pense être détendue, ouais, super. En fait, elle crève de malaise, parce qu'elle fait plus d'efforts. Parce qu'elle est en pleine ébullition à l'intérieur de ça. Ben, c'est la même chose. Ils sont en pleine ébullition d'esprit miséreux et ils n'arrivent pas à confronter leurs idées. Et lorsqu'ils le font, parce qu'il y en a certains qui ont tenté l'exercice, ben, ils prennent une paire de claques intellectuelles. Ils tombent face à des gens qui finalement ne sont pas haineux comme ils l'imaginaient. Ils tombent face à des personnes comme moi qui appuyons nos discours par des sources, qui demandons un peu plus de justesse, un peu plus de visibilité sur la situation actuelle.
par des stats ethniques, par des quotas à immigration, par également du bon sens quant aux prisons, les changer, transformer la société, faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble et pas côte à côte et un affrontement du choc de civilisation. Donc tout ça nécessite en réalité un débat au lieu de faire monter la température. Et ils ne veulent pas. Donc, ça crée à des radicalités. Et pareil, pour la droite, des fois, il y en a certains qui s'enferment. Ouais, gauchistes, je débat pas avec eux. Non, au contraire, soyez toujours ouverts au discours. Sinon, vous allez cramer. Bruno Retailleau n'a pas fini de faire certaines actions, puisqu'on rappellera, au gouvernement, lui, il a quand même un peu de logique et il observe très bien cette dégringolade de la France. Le PISA, en termes d'éducation, on nous dit non, c'est pas lié aux nouveaux arrivants, mais bon, comme il parle à moitié français, comme ils pensent qu'au divertissement et qu'ils sont dans la détestation même de la langue en soi qui ramène au peuple, autant dire qu'ils ne sont pas de facto inclus dans l'apprentissage. Pourtant, on peut leur donner les meilleurs professeurs, ça en sera toujours pour certains des branguignoles, des gens qui sont juste là pour faire du bruit, dire ouais c'est le zoo, on n'est pas des animaux mais ouais c'est le zoo, voyez, enfin, vous comprenez un peu ces phénomènes. Et donc lui il a essayé d'agir mais le gouvernement lui met quand même des pics, des bâtons dans les roues. Et là, après la jeune garde, il a dit qu'il va également voir pour dissoudre l'association Urgence Palestine, parce qu'on l'a vu, il y a des ONG, des associations, donc organisations non gouvernementales et des associations, qui font du djihadisme humanitaire. Ils récupèrent petit à petit du terrain, mais en fait, derrière, c'est pour mieux inclure une radicalité. Donc, s'il y a des islamistes au sein d'Urgence Palestine, il faut faire cesser les financements et les actions du groupuscule. Bravo, monsieur Bruno Retailleau, on vous soutient dans vos directives. Comme on nommait pas qu'il y a aussi des criminels qui sont blancs, mais aussi issus de l'immigration, hein, le criminel de Nantes qui a tué la jeune fille Lorraine, qui a massacré Lorraine, également plus de 50 coups de couteau, c'est aussi monstrueux que pour le Aboubacar. Là, on est quand même sur une jeune fille, 16 ans aussi. Quelqu'un qui lance un manifeste, on nous dit ouais il est de droite parce qu'il adore Hitler. Hitler était un anti-chrétien. Hitler était en réalité un adorateur de l'islam. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans ça? Et le jeune, on nous l'a fait passer pour un identitaire français. En fait, son nom de famille renvoie à un Turc. Et son manifeste... Alors, mais quelques correspondances à Kaczynski, même si j'ai un échange avec un certain Alexandre en privé... qui d'ailleurs m'a très très bien structuré son message et m'a montré qu'il y a quand même des points de divergence. On a quelques points de ressemblance, mais ça diverge beaucoup. C'est vrai que Kaczynski est quand même plus intelligent. Ses développements sont plus poussés et il a une critique d'ailleurs de la gauche, ce que n'a pas forcément le Paula. Donc ce Justin a fait un attentat, je l'ai dit directement, il faut dire aussi les choses. On a traité l'affaire, on a lu le manifeste, on a fait certaines correspondances avant même que j'ai écho qu'il soit un adorateur d'Hitler. Je vous ai dit que dans son manifeste, il y avait certains passages qui me rappelaient mon combat Mein Kampf, hein, parce que c'est pas une honte de lire Mein Kampf. Ce qui serait une honte, c'est d'en faire la promotion en disant qu'aujourd'hui on doit l'appliquer et c'était vrai. Non, moi j'ai essayé de comprendre comment Hitler en arrivait à une certaine psychologie et de qui il s'inspirait. Et j'ai vu le principe de population de Malthus, j'y ai vu également... des travaux un peu du social-darwinisme, de... comment ça s'appelle J'avais d'autres correspondances. Là, ça me sort de la tête. Je suis sur l'immédiat, je n'ai pas forcément mes notes avec moi, mais je vous réinviterai à ce moment-là à voir sur Odyssée les vidéos. Et notamment quant au protocole des sages de Sion, qui sont un faux usage de faux, mais il ne les a pas dénoncés pour les combattre, il les a appliqués. Voyez-vous. Pour revenir à ce meurtre au lycée catholique de Nantes, donc on a lu le manifeste, on a vu que c'était bien un socialiste, qui n'est pas du tout en amour de Dieu, ni même chrétien, pour avoir fait un tel acte. Et qu'en revanche, il s'était isolé, il y avait certains phénomènes qui avaient pu le radicaliser et compagnie. Donc on traite l'actualité. Par contre, ça sera moins médiatisé, là, ce qui s'est passé, climat inquiétant au collège Rosa Parks de Toulouse. Principalement des petits jeunes noirs, des petits jeunes arabes qui foutent le bordel. Des jeunes armés de marteaux menacent de mort le personnel. Les enseignants annulent les cours et alertent sur l'insécurité croissante. Donc ils n'auront pas la faculté de faire un manifeste, mais en revanche, il est manifeste de voir que clairement ils sont dans une attaque. Et vous, en fait, le pays s'effondre actuellement. Il faut dire les choses.
Et quand on a certains d'immigration qui arrivent à s'intégrer, comme ce policier qui semble courtois, à l'écoute même de ses contemporains, puisque là il est interpellé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut, celui qui me filme? Eh ben on lui dit ça, voyez-vous. En gros, c'est quelqu'un pareil qui vient de l'Afrique du Nord, et il lui dit « Eh Zermain, t'as pas honte de travailler pour la police? J'arriverai pas à me regarder dans une glace, voilà. » Et en plus, il arrive même pas à articuler ses mots, il a du mal à mettre deux phrases côte à côte. Juste pour dire, en fait, à cette personne très bien intégrée en France et qui a sa place, du coup, qui est engagée dans la police et qui, finalement, participe à remettre un peu de sécurité, eh ben, il se retrouve, non pas critiqué par des Blancs, hein, non pas critiqué, je sais pas, par des Français qui diraient « Ah ouais, toi, un policier, c'est un Maghrébin, il a rien à faire. » Non. Il est critiqué par les Maghrébins qui font du racisme, qui lui disent « T'es un harki, t'es un vendu, j'aurais honte d'être à ta place, comment tu peux te regarder dans le miroir ?» Mais et en fait, quand il tourne la caméra, on voit que celui qui filme, et avec ses autres collègues, qui sont en réalité les cafards, comment on pourrait dire ça, les blattes, et ces insectes nuisibles de la société qui sont en bas des bâtiments à ronger la matière et à ronger ce qui pourrait finalement ramener à de la vraie paix et à un vrai vivre ensemble. Ouais, c'est toujours ces mêmes animaux quelque part qui sont en bas à faire ça. Donc un policier d'origine maghrébine a été pris à partie lors d'une opération et on a vu du début à la fin, il est resté professionnel, je pense qu'il a même pas compris, il s'est dit pourquoi il m'insulte? En fait, je fais mon métier, je prends mon argent. Après, il lui dit, ouais, tu fais la prière. Et on voit l'entrisme islamique. Hein. C'est pas seulement de traiter d'harki de vendu, c'est de dire qu'il serait policier, et donc, de facto, que policier musulman, ça peut pas aller ensemble. Parce qu'il dit, tu fais ta prière, toi? Vous voyez quoi? Comment ils agissent. Et c'est les mêmes, les walla, qui disent du coup que policiers et musulmans peuvent pas aller ensemble, vont dire, mais regardez, dans la police, il n'y a pas tant de ça de maghrébins ou de noirs africains musulmans parce qu'on est discriminés. Non! Parce que vous leur mettez la pression quand ils sont... Parce que pour certains, en soi, vous leur lavez le cerveau en leur disant qu'ils ne peuvent pas être policiers ou qu'il y aura des répercussions. Voilà ce que fait l'islam. L'islam, partout où elle passe, ça trépasse, ça se détruit, ça... Il n'y a pas pire que ça. C'est pour ça qu'il faut mettre des proportions. Et tous ceux qui ne correspondent pas aux valeurs de la France, les dégager du territoire. Et on voit, Frontières nous a sorti... LFI, le parti de l'étranger. Islamisme, racisme, et même, ça va jusqu'à l'antisémitisme. Donc en fait, l'antisémitisme, c'est raciste en soi. Passons. LFI du discours au tweet. À écouter le parti de la France Insoumise, il porte la voix des classes populaires et de la justice sociale, mais à suivre de plus près sa communication sur les réseaux sociaux, là où le parti déploie sa véritable stratégie, il est presque exclusivement question de Palestine, de décolonialisme, et de lutte importée. Pas du quotidien des Français en somme. On voit après l'axe de communication sur Twitter des élus et collaborateurs LFI, 27,8% des tweets sont pour le conflit israélo-palestinien, 11,5% des tweets antiracisme, islamophobie et décolonialisme, 10% des tweets opposition au RN et critique de l'extrême droite, ce qui donne plus de la moitié de leur interaction et de leur partage. 9,1% des tweets, soit la minorité de tout ça, parlent des sujets traditionnellement associés à la gauche comme la santé, le handicap, la solidarité, les questions sociales, la pauvreté, les inégalités, l'économie, le travail et la critique du capitalisme, manifestations et mouvements sociaux. Donc 9,1%. On a 40 000 tweets qui sont passés à la moulinette dans l'intelligence artificielle. Et là, je vous ai mis par exemple à l'image David Guiraud, député français, pareil LFI. 38% des tweets sont sur le conflit israélo-palestinien, 20% sur l'antiracisme, donc toujours pour les gens venus d'ailleurs, jamais pour les Français, islamophobie, décolonialisme, et 10% pour l'économie, le travail et critiquer le capitalisme. À côté, vous avez Bébé, la boule de billard, celle qui tape dans les bandes jusqu'à Gaza. Rima Hassan, députée européenne. 75% des tweets sont pour le conflit israélo-palestinien. 6% contre l'antiracisme, l'islamophobie et le décolonialisme, et 4% seulement par rapport au journalisme, aux critiques des médias de Bolloré. Donc en fait, elle est vraiment dans un entrisme, et certainement pas pour le bien des Français. D'où l'idée d'une boule de billard avec la queue de 33 de Mélenchon, 33e degré, en action le franc-maçon, pouf, il a tapé dans son bébé. Boule de billard, tête à queue. Sur le podium des élus, LFI, omnubilé par la Palestine, Rima Hassan décroche l'or sans forcer. Près de
700 tweets, soit 75% de son activité sur X. Entre juin 2023 et février 2025, elle en poste des messages. Voix au conflit israélo-palestinien. Un score qui frôle le monothématisme, reléguant les questions décoloniales et antiracistes à 228 tweets. Tandis que l'économie, le travail, la critique du capitalisme et les enjeux sociaux, la pauvreté ne recouvrent que moins de 1% de son activité. La Palestine, une obsession, point barre. Mélenchon, c'est aussi celui qui veut lutter contre le racisme, mais qui produit du racisme. Celui qui nous déclare qu'il n'y a pas de remplacement, mais qui dit « c'est nous la Nouvelle-France ». C'est nous, là, on va aller jusqu'en campagne d'ailleurs les remplacer. Mais il n'y a pas de remplacement. En 2013, Jean-Luc Mélenchon déclare lors d'une interview à Hit Radio au Maroc, je cite, « Je ne peux pas vivre, je ne peux pas même survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. » Pourtant, quand vous regardez ceux qui sont dans le parti et dans ses soutiens, ou encore quand il est intervenu dans des universités, c'est beaucoup de têtes blondes aux yeux bleus, ou en tout cas de blancs, ce qui semble ne pas apprécier. Alors on se demandait s'il était en apnée. Il semblait sourire, il semblait parler avec les blancs. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures, enfin c'est de la manipulation, quoi. Il explique ainsi son choix de résider dans le 10e arrondissement de Paris pour sa diversité culturelle, parce qu'il supporte pas en fait voir dans un pays qui était à la base majoritairement blanc, des blancs. On en a même qui sont interviewés maintenant dans les micro-trottoirs, qui sont d'Afrique, et on leur demande « Qu'est-ce qu'il y a de trop en France ?» Des blancs. Et je vous ai partagé je sais plus de quelle origine, en tout cas c'est un Africain noir, qui lui a été très lucide, et il a été honnête aussi, il a dit « Moi je suis en France, je me sens pas français. » Pour autant, j'ai observé qu'il y a de plus en plus de blédards, de vendeurs de cigarettes, de gens qui traînent dans la rue, et il a dit « Le gauchisme est une maladie mentale. » Il dit quand on était à l'époque, parce que je pense qu'il doit avoir à peu près 35, je pense 40 ans même, on vivait pas pareil. Il dit les quartiers, enfin après on peut extrapoler un peu, mais en fait les quartiers avaient une certaine diversité, certes c'était majoritairement peuplé de gens issus de l'immigration, puisque les autochtones commençaient à partir par la pression et pourquoi pas par les nouvelles constructions aussi, mais il y avait un certain climat, c'est-à-dire qu'en fait il y avait le vivre à la française, c'est-à-dire vivre quelque part comme les blancs. Faut dire des choses. Et petit à petit, quand les blancs ont disparu de ces zones-là, on vit plus comme les blancs, on vit comme les blédards. Et donc à partir de cet instant, vous retrouvez des gens qui font des ventes à la sauvette, d'autres qui s'en foutent de l'hygiène et sont capables de vous faire des brochettes de poulet sur des caddies, de faire leur feu comme ça dans la rue et de créer des barbecues, bref. En fait, ils vivent à l'africaine. D'accord ? Pour certains, c'est appréciable, c'est cool de voir comme ça des commerces éphémères qui peuvent disparaître en un record parce qu'ils vendent que de la contrefaçon, que de la merde. Ils s'en foutent de l'hygiène, ils te vendent des brochettes ou encore des hot dogs, bref, tout ce qu'on peut voir. En fait, certains qui sont lucides, c'est-à-dire qui ont connu une autre façon de vivre, c'est-à-dire vivre comme les blancs, là, ils sont désolés parce que du coup, ils sont obligés de vivre parce qu'ils ont fui, en fait. Et ils ont fui une certaine misère de l'Afrique pour vivre correctement en Occident. Ils ont quand même critiqué l'Occident parce que c'était comme ça, on les a entraînés dans des mouvements associatifs qui rapportent à des ONG et compagnie, et même à des courants politiques qui existent que par ce climat de tension. Mais ils s'aperçoivent, contrairement à ceux qui n'ont jamais connu comment on peut vraiment vivre à la française, que là aujourd'hui tout se dégrade. En fait, ils regrettent. Et quand les Blancs vont disparaître, parce qu'on est voué à ça, faut dire la chose, là au vu de ces criminels qu'on importe, de ces haineux des chrétiens, etc., on va disparaître. Nous, on va être sacrifiés. C'est même inscrit dans la Bible. En fait, on sera enfermé pour notre croyance, certainement pour critiquer Mohammed et pas reconnaître que ce pédocriminel n'est pas... Enfin, pour dire que ce pédocriminel n'est pas un prophète, dire que l'islam est la pire des religions. Donc nous, on sera enfermé, et même avec la charia, pour tenir de tels propos, on passera sous le fil de l'épée. Moi, personnellement, je sais que je passerai à me faire décapiter. Tant mieux. Alléluia. Vous voyez, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse, les criminels y passeront. Mais donc on disparaîtra à un moment. Il restera que ces gens-là. Donc ils revivront le souk. Ils revivront finalement le bordel. Et ils pourront plus rien construire parce que non, on n'existera plus. Et ça, c'est important à rappeler. Autre chose, 10 novembre 2019, l'islamisme, Jean-Luc Mélenchon et d'autres députés LFI défilent dans une marche contre l'islamophobie aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, qui est le CCIF, et qui est un collectif qui sera dissous par la suite pour propagande islamiste au moment de l'affaire Samuel Paty, et le CCIF qui renaîtra sous une autre forme avec l'Union européenne. Bon, on a compris, l'islamisme fait des dégâts partout sur la Terre, le catholicisme recule un peu, et surtout, on est à un moment
qui peut tout basculer. À un moment peut-être de renouveau. Cette situation, elle interroge. Le pape est mort. Certains pensent qu'il a été tué. D'autres, comme moi, qu'il est mort de vieillesse, puisque ces derniers temps, il était affaibli, il était en fauteuil roulant, 88 ans tout de même, et donc moins tu fais d'efforts par jour, plus ton cœur s'emballe rapidement, tu peux après avoir plein d'organes qui commencent à être défaillants, ce qu'on appelle la sénescence. Ça entraîne un ralentissement cellulaire, parce qu'en fait, notre corps se régénère sans cesse. On a des cellules qui meurent, d'autres qui viennent à se créer et qui interagissent, et c'est comme ça que quand on est blessé, eh bien, la cicatrice se referme. Quand on a un petit problème de santé, le corps combat par ses anticorps, et donc nous amène une certaine immunité. D'accord ? Avec la vieillesse, ça se ralentit, c'est ce qu'on appelle donc ce ralentissement des régénérescences cellulaires. Et donc là, le corps fatigue et petit à petit, on est emmené à décéder. Ce qui s'est passé, selon moi, pour le pape. Maintenant, il y avait l'action de ce pape François. Est-ce que c'était un anti-pape, puisqu'en plus c'était le seul qui était jésuite jusque-là? Est-ce que, au vu de ses actions d'ouverture vers les LGBT, ou encore de prôner une certaine paix même envers d'autres religions, n'était-il pas en train de travestir le dogme? C'est une question qui est posée. Même l'idée de pape, quand on sait que Jésus avait dit « Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée », donc assemblée ecclésiastique, il n'était pas normalement fait notion d'un supérieur et d'un vicaire. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Je vous ai proposé, il y a 9 jours maintenant, mon interprétation sur les actions du pape François, les appuyant avec un livre, et également sur l'envie de l'Amérique de mettre la main sur le Vatican. Donc on a une totale déstabilisation qui pourrait avoir lieu, on est tous interloqués, on est dans la curiosité de ce qui pourrait advenir. Pour la succession du pape François, il y a ce qui s'appelle un conclave. Alors, je ne connaissais pas forcément tous ces termes et toutes ces notions-là jusqu'à récemment. D'accord ? Le conclave, j'en avais déjà entendu parler, mais pas forcément son mode de fonctionnement. Enfin, je savais la fumée blanche, la fumée noire, mais pas plus. J'ai également vu le film Conclave, qui est un peu lent, mais dedans, on nous montre aussi que lorsqu'ils sont isolés, on est face à 2-3 notions qui pourraient émerger, soit un pape très très ouvert, qui quelque part effacerait même la chrétienté au vu d'une telle acceptation des autres religions, des autres cultures, des autres coutumes, soit un pape qui pourrait plutôt radicaliser la donne, et ça serait une première en la matière, en faisant part d'identitarisme. Or, le catholicisme est universel, n'a donc normalement pas de frontières, ce qui questionnerait. Et dans ce film-là, qu'à la fin, le pape a été apparemment assassiné pour mettre, je vous spoil un peu, parce que de toute façon, en soi, il y en a qui disent « Ah, c'est spoilé !» Non, on s'en fout. Pour mettre un pape, une pape. C'est-à-dire, c'est monsieur, madame. Et il est né entre les deux, on ne sait pas trop. Je crois qu'il possède du coup les chromosomes X, X, Y, vous voyez. Dans ses hormones, c'est pareil, ça peut être homme-femme. Enfin. Mais voilà, la personne s'est fait enlever l'utérus et donc normalement est retournée à un attribut masculin. Mais en fait, ou je sais plus, il n'a pas fait l'intervention parce que ça contreviendrait à Dieu. Je vous avoue, je sais même plus la fin d'ailleurs. Donc ça vous laisse le suspense, ça c'est intéressant. Et au moment où ils sont organisés, pendant plusieurs jours, puisque le conclave, c'est les gens vont mettre leur vote. Donc on a des cardinaux, je crois, si je ne dis point de bêtises, qui viennent à s'exprimer et donc à mettre leur vote chacun. Et après on fait une majorité. Et il y a on va dire que certains qui sont éligibles où on peut voter pour eux. D'accord ? Tous ceux qui sont réunis, je crois, il ne me semble pas qu'on puisse voter pour tout le monde. Mais enfin, au cours de ces votes, eh bien, il va y avoir un attentat. Et on voit comme ça une fenêtre qui explose. Et en fait, le conclave est fermé, normalement, ils ne doivent pas avoir de communication avec le monde extérieur, ni par Internet, ni par téléphone, ni encore, ne serait-ce que par la lumière du monde. Aussi, ils mettent les protections parce que apparemment il y a des technologies qui permettent de sonder la vibration des fenêtres ou des murs pour savoir ce qui pourrait même être chuchoté dans une pièce. Donc des appareils très hautement sophistiqués qui seraient dirigés vers le conclave, vers la chapelle Sixtine. Et quand il y a un attentat, du coup ça va donner un mouvement
au niveau de ceux qui votent, plutôt vers un identitaire. Parce qu'il y en a un qui veut ouvrir la voie à on est tous en harmonie, un peu Vatican II, allez, on accepte toutes les religions, et l'autre qui dit non, 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 on est quand même des chrétiens avant tout, les chrétiens, normalement, quelque part, la forme de nicolaïsme des autres adorations, c'est condamné. L'idée d'adorer d'autres dieux ou d'autres prophètes qui ne sont pas des prophètes, c'est une hérésie. Donc leur ouvrir la main, leur tendre leur main, leur ouvrir la porte, c'est n'importe quoi. Et donc, il faut lutter contre l'islam, c'est principalement ça la chose. Et il y a un attentat, il y a un deuxième attentat, bref. Et c'est ça qui pourrait accentuer les événements. D'accord ? Et aujourd'hui, dans la réalité, c'est exactement la même chose. On est face à soit un pape qui va nous effacer entièrement et donc finalement nous conduire à une islamisation du Vatican, soit un pape qui va redonner un renouveau à l'Europe, mais pour ce faire, quoi qu'il en soit, ça va entraîner un choc de civilisation. Parce que l'adversaire principal, c'est l'islam. Au conclave, pour élire le nouveau pape, le cardinal, donc comme je vous l'expliquais, depuis le 28 avril, la chapelle Sixtine est fermée, je vous ai mis en correspondance ce qui se passait dans le film. Conclave pour élire le nouveau pape, le cardinal italien Angelo Becciu renonce à y participer après sa condamnation pour détournement de fonds. Il y a 2 autres également cardinaux qui se sont retirés. Le cardinal Becciu, ou je ne sais pas comment on prononce, Becciu peut-être, condamné pour détournement de fonds, annoncé le 29 avril, c'est-à-dire hier, retirer sa participation à l'élection du prochain pape. Nous savons aussi qu'il va y avoir, donc là c'est la dernière grille du plus petit État du monde que se tenait la 7e congrégation générale, qui réunit à huis clos, ou plus, alors je pense qu'il y a une erreur dans ce qu'ils ont écrit, mais c'est pas grave, au minimum 180 princes de l'Église, dont 124 électeurs ont débattu des priorités pour l'avenir de l'institution 2 fois millénaire. 2 fois millénaire, c'est pareil, hein, c'est se donner peut-être un peu trop de grandeur. Mais enfin, ils ont parlé de la situation économique et financière du Saint-Siège, a indiqué Matteo Bruni, le directeur du service de presse du Vatican. Puis 14 interventions se sont succédées jusqu'à 12h30, notamment sur la polarisation de l'Église, les vocations et l'évangélisation, a ajouté M. Bruni, en précisant que la prochaine congrégation générale aura lieu vendredi à 9h. Mort du pape François, le conclave donc élira son remplaçant à partir du 7 mai. Donc dès le 7 mai, il sera enfermé dans la chapelle Sixtine. Je crois même d'ailleurs que conclave du coup renvoie à cette notion de clé fermée à clé ou quelque chose comme ça. Et soit on arrive à une continuité, soit une rupture, comme je vous l'expliquais. Le successeur s'inscrira-t-il dans la continuité du pape François, défenseur des périphéries, et qui n'a pas hésité à bousculer l'Église avec sa parole tranchée et ses réformes? Dans ce collège d'électeurs, quelques 80% des cardinaux ont été désignés par le pape argentin. Toutefois, le prochain pape ne doit pas nécessairement être un François bis, un imitateur de François, nuancé le cardinal espagnol Cristobal López Romero, archevêque de Rabat. Il nous dit « Je ne suis pas nerveux, mais je suis curieux ». Et il ajoute également confiant, être un peu inquiet. En confiant plutôt, excusez-moi, être un peu inquiet, devant la responsabilité de la tâche. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, revue d'actualité numéro 4 de l'année. Alors j'avais d'autres choses qui étaient prévues, normalement ça devait être plus dense encore, mais je n'avais pas le temps, là on est le dernier jour et je voulais vous pondre ça pour la fin du mois, donc c'est pour aujourd'hui. N'hésitez pas à soutenir avec le lien que je vais vous mettre sur le chat et dans le descriptif. En fait, vous pouvez même créer un nouveau compte, c'est pour être sur Odyssée. Vous pouvez me suivre avec @Phenotix, PHENOTIKS-évolution. Ou bien le mieux, même si vous avez un compte, c'est d'en créer un nouveau avec même une adresse mail jetable. Comme ça, vous me donnez une petite unité, ouais, de ces, je sais pas comment on appelle ça, là, de ces tokens. Et ça me permet, ça me fait pas d'argent, mais ça me permet par contre de les placer sur les contenus que je mets, et du coup ça les met en avant. Ce qui offre une grande visibilité. Des fois, je fais même plus de vues sur Odyssée que sur YouTube. Et pour les autres, vous me retrouvez avec le @Phenotix Évolution. Merci pour votre écoute. On est déjà 259 sur Vérité à venir. Là, on a fait en 2 heures un petit tour d'actualité et j'espère d'ailleurs que mon micro était bon à nouveau parce que je le vois un peu dans le rouge, mais l'autre jour, quand je me suis réécouté, c'était très bien. Donc, à voir. Et voilà. Si vous avez d'autres actualités à me faire parvenir, ben, je les étudierai. Après, c'est pareil, mes journées font 24 heures. J'ai également mes petites activités personnelles, mes relations, voilà, amis, famille, etc. C'est la routine, la petite vie quotidienne, la bouffe à préparer, le ménage, bref, le sport, les lectures. Donc vous doutez, ça limite.
Plus le sommeil, bien évidemment. Je ne suis pas un robot. Voilà. Non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées. Et dimanche, normalement, ou samedi, je sais pas encore, mais Modé veut que ça soit dimanche, donc on va essayer de faire ça dimanche. On fera ce qui devait être fait la semaine dernière, un direct sur Notre-Dame de Paris. Quel est ce monument? Qui l'a vraiment construit? Et n'y a-t-il pas d'autre ordre ésotérique à l'intérieur? Pourquoi ça a été détruit et surtout les interrogations? Y a-t-il une enquête encore en cours? On va découvrir des choses intéressantes. Et voilà. Modé a aussi enquêté de son côté. Moi, pareil, du mien, j'ai fait une certaine introduction. Ça promet un bel échange qui vont durer, je pense, dans ces présentations, ces informations, aux alentours d'une heure et demie. Voilà. Merci à vous. La vérité est notre avenir. En chrétien, on est déjà sauvé. Priez le Père et priez le Fils. Voilà. Alléluia. Et ajoutez-y l'Esprit, éprouvez les choses de l'Esprit. Revenez à Proverbe 8, Proverbe 9, et mettez ça en relation avec le Nouveau Testament. Vous aurez peut-être une meilleure compréhension encore de certaines traductions, des fois qui ont peut-être erroné les choses, avec Jean qui dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et Dieu était avec la parole. Remettez-vous en question sur cette phrase avec la correspondance de Proverbe 8, Proverbe 9, qui semble ne pas avoir été travesti dans les traductions et qui ramène plutôt à une différenciation de la parole et de Dieu le Père. Et d'ailleurs, c'est là après toute l'idée de l'héritage à venir pour l'accomplissement du Logos, ce par quoi tout a été fait, eh bien il va en hériter. Ça sera un petit Dieu avec le grand Dieu. C'est ma vision des choses, et on va me contredire. Il y en a certains qui se veulent tellement experts qu'ils ont fui les débats. Vous voyez, hier, il y avait un échange avec un écrivain qui s'appelle Thomas Ferrier. Et on n'est pas forcément en accord sur tout, même s'il est quand même brillant, ça faut le reconnaître, il a des connaissances. Il suffit de regarder en 4 heures d'échange tout ce qu'il a pu sortir. Et il ne s'est pas trompé ou... Après, je suis en désaccord sur sa notion quant à Jésus et l'interprétation qu'il en fait, est-ce que ça a existé, est-ce qu'il a été crucifié ou pas, mais il faut reconnaître qu'il a une force de raisonnement. D'accord ? Il a fait une démonstration, et moi, à mon petit niveau, avec mes petites connaissances, j'essaie de lui montrer que je ne suis pas d'accord, notamment sur Jésus. Pour moi, Jésus a existé, mais même Jésus existait avant le monde, donc je ne m'en remets pas qu'à la chair. D'où l'idée qu'il n'y a pas de sang, forcément de traces de sang qu'on peut récupérer aujourd'hui. Je n'ai pas besoin seulement de matière, on va dire, pour pouvoir croire. Mais le matériel et la matière sont intéressants en termes historiques, en termes d'études, d'historiens, etc. Donc on a eu un excellent débat, et étrangement, un autre qui devait venir, donc lui je le connais pas, je peux pas juger, mais un autre qui a été convié, qui s'appelle Verboom, dont on a déjà parlé, alors lui, il s'est carrément mis en coulisses, ouais, je suis pas disponible, à voir là dans un mois s'il osera venir. Et avoir le même comportement qu'il a avec moi. Parce que là où ça avait dérapé chez Veritas, c'était justement au moment où je m'en étais remis à l'interrogation, qui n'enlevait en rien ma foi, mais l'interrogation où sont passés les descendants de témoins, et y compris ceux qui ont assisté au jugement, ceux qui ont appelé à condamner Jésus à la croix, les Romains qui sont saisis, bref, on devrait au fur et à mesure dans ces familles, normalement ils ne sont pas tous morts, ils n'ont pas tous été massacrés, avoir eu des descendances qui ont eu écho, ou bien ça a été... transmis oralement avant de terminer à l'écrit, on aurait dû avoir ça. Or, on n'a plus rien aujourd'hui. Et qu'on ne me dise pas qu'ils ont tous été tués, massacrés, qu'ils n'ont eu aucune descendance. Ça serait ne même pas vouloir étudier, ne même pas laisser la porte ouverte à un certain doute. Or, la croyance, c'est ça, justement. Ce n'est pas être un fanatique, c'est savoir éprouver de l'esprit, douter pour mieux revenir à la raison. Et la raison arrive par la parole. Alléluia. N'hésitez pas à échanger avec vos contradicteurs, ça évite d'être dans un certain enfermement, un isolement des fois qui conduit à des radicalités, comme on a vu à Nantes, et comme on a vu donc avec le criminel qui a tué la pauvre petite Lorraine, et comme le criminel qui a tué également le Abou Bakar. Voilà. Allez, à très bientôt, la vérité est notre avenir. La victoire nous est assurée. Même si on passe sous le fil de l'épée, la victoire nous est assurée. Alléluia.